Fanny Rousset, bonjour. Bonjour. Philippe Perrault, donc Fanny, tu es directrice exécutive de Convergence, qui est à l'origine du Forum mondial 3.0. Merci de nous recevoir. Bonjour, ravi d'être là. Philippe, vous êtes le président de la Massif. Bonjour, Et ravi d'être là aussi. partenaire de l'événement. Tout à fait, oui. Donc ravi de vous retrouver pour ce temps d'échange. Dans un premier temps, j'aimerais peut-être vous interroger, Philippe, sur la notion même du modèle mutualiste, parce qu'on sait tous que la Massif est une assurance mutuelle. Pour autant, c'est devenu un terme presque courant. On ne connaît pas tous quelles sont les caractéristiques de ce modèle. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler un petit peu les clés ? Alors, effectivement, c'est un modèle particulier et qui finalement, je dois le dire aujourd'hui, répond aux préoccupations du moment, et notamment au niveau du forum 3.0, zéro carbone, zéro exclusion, zéro pauvreté. Et le modèle mutualiste de par sa gouvernance, puisque à l'intérieur même, ce sont les sociétaires qui sont représentés, je veux dire, au conseil d'administration à travers les administrateurs, parce que ces sociétaires ont élu des délégués. Moi-même, je suis élu par les sociétaires, et ensuite, après, bien sûr, désigné et élu au conseil d'administration. Donc ça veut dire qu'on est véritablement proche de nos assurés, de nos sociétaires. Donc ça, c'est une caractéristique forte, c'est une gouvernance démocratique qui permet effectivement de répondre aux besoins de ces mêmes assurés, de ces mêmes sociétaires, en matière de création de garanties, de protection assurantielle, mais aussi de services, et puis d'intervention aussi sociétale, puisque ça répond à des besoins aussi. Nos sociétaires, ils sont 5,7 millions, ils sont dans la société, ils ont des besoins particuliers, et le fait qu'on a cette gouvernance démocratique, ça nous permet effectivement de faire remonter tous ces besoins. Ça, c'est le premier point important, c'est la première spécificité. La deuxième spécificité, c'est ce que j'appellerais la proximité. Le fait que nos élus sont répartis, à peu près 1000 élus représentant les sociétaires à la Massif, ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Nous avons des agences locales qui sont réparties aussi sur le territoire. Donc nos salariés, on a 9000 salariés, mais il y a des conseillers dans les agences locales, sont en contact avec nos assurés lorsqu'ils ont des problèmes particuliers et puissent y répondre avec les élus qui font remonter les besoins spécifiques, soit assurantiels ou des besoins en termes de services. Et ça, c'est important. Et j'allais dire, la troisième caractéristique, c'est aussi le fait que le mutualisme permet vraiment d'être dans le temps long. On n'a pas, nous, j'allais dire, d'actionnaires à rémunérer. Pas comme des entreprises capitalistes, c'est du court-termique. Nous, on est dans le temps long, donc ça veut dire qu'on peut véritablement prendre le temps nécessaire pour traduire l'ensemble, j'allais dire, des besoins et les traduire en actions concrètes. Donc le mutualisme, c'est vraiment, je pense, dans la période aujourd'hui, les crises que nous avons vécues, que nous vivons encore, que ce soit le Covid ou que ce soit aussi la crise géopolitique avec la guerre en Ukraine, nous a aussi appris à modifier nos interventions pour être plus proches encore de nos sociétaires, mais aussi surtout aussi pour intervenir dans la société, pour aider les associations comme style les Restos du Cœur, le SAMU social, qu'on a pas mal financé, qui eux sont en lien direct avec les personnes en difficulté. Et nous, le fait d'être proche d'eux, de les avoir comme partenaires, de mener des actions particulières, notamment des actions diffuses, des défis de solidarité, soit en matière environnementale, en matière de solidarité et d'exclusion. Voilà, tout ça, c'est la démarche mutualiste. Donc, ce qui nous caractérise, c'est vraiment la démarche démocratique, la démarche de proximité, la démarche du temps long, et ça, c'est important. Vous évoquiez Diffuse, qui est une initiative issue de la Massif, qui est présentée donc sur le forum et qui permet aux citoyennes, citoyens de pouvoir s'engager, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Diffuse permet aux gens éventuellement de participer à des défis de solidarité, que ce soit en termes d'exclusion, en termes d'environnement,
on a pas mal d'associations. Je pense que c'est 2000 ou 6000 associations qui travaillent avec nous autour de Diffuse, les Restos du Cœur, le SAMU social. Et donc, quand ils mettent en place des actions particulières en matière de lutte contre l'exclusion, en matière d'environnement, on permet effectivement à nos sociétaires, mais au-delà même au grand public, de participer à un engagement Diffuse. Et ça, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui fonctionne depuis maintenant plusieurs années. Alors, Fanny, donc le Forum mondial 3.0 porte un certain nombre de principes et de valeurs à chaque édition. Comment le modèle mutualiste résonne avec les ambitions de 3.0 ? Bien, je dirais que en réalité, même pour partager l'anecdote, lorsqu'on a commencé à échanger avec la Massif, on a fait cette conversation sur Zoom à l'époque. Vous savez, le rendez-vous d'introduction, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que nous on fait. Et en fait, ça a été une évidence. Le 3.0, zéro exclusion, la Massif nous a dit, voilà comment ça se traduit chez nous. Zéro carbone, pareil. Zéro pauvreté, pareil. Donc l'ADN, il est le même. Et donc déjà, un intérêt certain à pouvoir collaborer et compléter voir la complémentarité dans nos modèles. Quand j'écoute ce que partage Philippe sur les spécificités du modèle mutualiste et plus précisément de la Massif, il y a des choses qui sont en écho immédiat avec ce que fait Convergence et ce que propose le 3.0 de manière plus globale. Déjà, vous parlez de démarche démocratique. Nous, le dialogue avec les parties prenantes, c'est essentiel. Dans notre méthodologie, ce forum que vous voyez aujourd'hui, certes, c'est une 50aine de conférences, 25 stands, etc. On n'a rien fait tout seul. Ouais. On est une équipe de 10 personnes. On n'a pas la prétention d'être des experts dans l'économie bleue, qui est l'atelier qui a animé la Massif ce matin, par exemple. On n'est pas des experts sur l'entrepreneuriat féminin dans les territoires, mais on est entouré de parties prenantes diverses, représentatives de tous ces enjeux, représentatives de tout ce qui est porté par l'agenda 2030, que nous on a synthétisé dans ce 3.0, dans une volonté de le vulgariser. Donc déjà cette approche-là de collégialité, on la partage dans nos méthodologies et dans nos visions. Ensuite, Philippe a parlé de la proximité. C'est pareil. À Convergence, lors de ce forum, on parle d'enjeux très globaux. On parle d'agenda 2030, on parle de grands défis de nos siècles, de crise sociale, environnementale, mais on l'aborde sur le prisme du pragmatisme et de la proximité, puisque tout au long de ces 2 jours, ce sont des initiatives très concrètes qui ont la parole, qui peuvent diffuser en études, qui peuvent se dire, voilà, nous, à notre échelle, comment on contribue. Et c'est ce que vous disiez également, d'avoir un parterre d'associations. Vous mentionnez le SAMU, les Restos du Cœur, je crois, qui sont des structures en France historiques que tout le monde connaît, mais je sais que dans ce réseau, il y a aussi des petites structures qui ont peut-être moins de notoriété, mais qui apportent leur pierre à l'édifice. Et au forum, vous avez des très jeunes porteurs de projets que personne ne connaît sur la scène publique, mais qui ont un impact ou un potentiel fort, tout comme vous avez des présidents de grands groupes. Et c'est cet échelonnage, en disant que chacun a sa place dans le dialogue, dans lequel on se retrouve également. Donc pour nous, c'était une évidence que de collaborer ensemble sur ce projet. Alors, je peux me permettre de rebondir. Effectivement, la proximité, tu as parlé des grandes associations nationales. Et ce qui est important aussi, notre maillage que je parlais tout à l'heure, de proximité dans les territoires, nous permettent aussi de développer des partenariats avec des associations locales. Et c'est ça qui est important. Par exemple, pendant la période Covid, on a eu toute une action particulière parce que un de nos engagements forts, c'était la jeunesse en 2021. Ouais. On a eu toute une action particulière en direction des jeunes étudiants pour lutter contre la précarité alimentaire. Ils se sont retrouvés dans des difficultés sans nom au moment malheureusement de la Covid. Donc avec des associations locales, nos élus de territoire ont pris des contacts avec telle association, alors avec la FAGE au niveau national, mais avec d'autres associations locales, et on a plus travaillé par une aide financière à donner des paniers alimentaires pour les étudiants. Donc je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est ça, la proximité et le fait qu'on prend en compte la réalité territoriale dans nos actions. Oui. Quand la Massif parle de mobilité,
on sait pertinemment aujourd'hui que l'accès à la mobilité est totalement différent en cercle urbain ou dans une cité rurale. Donc il faut qu'on adapte aussi. Et donc le fait d'avoir des partenariats locaux avec nos élus et avec bien sûr l'ensemble des salariés qui nous aident pour mettre ça en place, ça nous vraiment, on est proche de ces réalités. Et je pense que le forum, ça, est quelque chose qui me paraît important. Alors, si je peux, en fait, c'est essentiel parce que il s'agit de traduire au niveau local tous ces grands engagements. Quand on dit il faut réduire les émissions carbone de X%, il faut rester sous la barre des 1,5, le taux de pauvreté a encore augmenté dans certains pays dans le contexte de la Covid. Entendu, mais comment ça se traduit au niveau du local? Vous avez employé les termes territoire, local, et c'est ce que fait également Convergence en France à l'international, d'aller chercher des initiatives très locales, très ancrées, auprès de personnes qui n'ont pas forcément tout ce jargon-là, et avec les personnes qui l'ont également, pour créer ce pont, et de voir comment ça peut être des sources d'inspiration, de duplication, ou même de passage à l'échelle. Donc en ça, les actions de la Massif sont très alignées, et on les salue réellement. Alors, vous avez parlé de la solidarité, notamment vis-à-vis des jeunes, et on va y revenir tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est un engagement fort de la Massif. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on évoque les entreprises dans ce contexte à la fois des ambitions 3.0, mais de manière plus large de contexte de crise. Vous en avez parlé déjà tous les deux. On a plusieurs crises à l'heure actuelle et on sait que demain, les challenges sont relativement importants. Le monde de l'entreprise, déjà de point de vue convergence, en tant que forum et écosystème d'acteurs, comment les entreprises aujourd'hui se positionnent pour se saisir de ces enjeux sous la forme de la RSE généralement, mais quels sont finalement les écueils à éviter en matière de RSE et au contraire la clé de succès principale s'il y en a une? Intéressant, et je vais partager l'expérience de Convergence, qui est un réseau. On rassemble plus de 300 organisations membres en France et à l'international, et les entreprises, petites et grandes, représentent une proportion assez significative, peut-être 30% de ce réseau. Et en ça, c'est intéressant de constater comment... Moi, j'ai rejoint Convergence en 2015. C'est il n'y a pas si longtemps, mais déjà, je constate des évolutions assez significatives. À l'époque, nos interlocuteurs à Convergence étaient de manière quasi exclusive les responsables RSE qui avaient une équipe plus ou moins grande et qui voulaient rejoindre la plateforme pour dire bon ben voilà, nous on aimerait bien valoriser telle initiative, et nous c'était ce qu'on cherchait à faire. Aujourd'hui, nos interlocuteurs, ce sont les responsables RSE, mais pas que. C'est aussi les directeurs de l'innovation, les directeurs de l'engagement. Et en fait, on a constaté, peut-être depuis l'époque loi Pacte, donc je dirais d'ici 2-3 ans, une volonté ou un besoin, ça je ne suis pas placée suffisamment précisément pour le dire, de dire en fait la RSE c'est une chose, mais c'est plus tellement la RSE, c'est plus un département qui s'occupe des actions responsables de la structure, c'est une philosophie d'entreprise, comment intégrer ça à l'ADN de notre structure. Certaines sont devenues des entreprises à mission, certaines ont simplement décloisonné tous ces enjeux-là, ont créé des pôles de l'engagement, de dialogue avec les parties prenantes. Donc, c'est ce qu'on a observé à Convergence, que la RSE, c'est une chose essentielle, mais je dirais qu'on a presque tendance à même plus parler. On parle encore de RSE parce que structurellement, c'est comme ça, mais c'est plus tellement ça. C'est pas quelle est la responsabilité de l'entreprise, c'est quel est le rôle de l'entreprise dans ce contexte social et environnemental, tout en continuant notre mandat initial qui est d'accompagner des assurés ou de vendre je ne sais quoi. Donc c'est beaucoup plus décloisonné. Ouais. Philippe, à la Massif, comment la Massif met sa stratégie au service de la RSE? Et je pense que ça, c'est important, la façon dont vous le dites et la façon dont tu viens de l'exprimer. Je crois que la Massif a véritablement intégré la stratégie RSE dans sa stratégie globale, et c'est ça qui est important. Je veux dire, c'est pas l'inverse. Et par exemple, c'est intégré dans tous les choix qui sont faits aujourd'hui au sein du conseil d'administration. On a intégré aussi les politiques de RSE dans la rémunération variable des dirigeants. C'est quelque chose d'important. Ça veut dire qu'on mesure, notre performance, qu'elle soit en termes de produits mis en avant, en termes d'intervention sociétale ou environnementale, et en termes aussi de travail effectué par nos dirigeants. On mesure le critère d'intervention autour de la responsabilité sociale de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est très important.
Et alors nous, à la Massif, on n'a pas forcément fait le choix parce que tu parlais tout à l'heure de la loi Pacte, qui permet effectivement de mettre en avant les aspects sociétaux, environnementaux. Hein, et ça, c'est important. À la Massif, on pense que notre démarche mutualiste correspond déjà à cela. Mais ça nous a quand même questionné. C'est-à-dire qu'on s'est reposé la question quand même autour de la loi Pacte, s'il fallait pas qu'on redéfinisse une raison d'être, hein, puisque ça permet. Donc c'est ce qu'on a fait. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est d'aller beaucoup plus loin que la loi Pacte finalement. C'est que soit le statut d'entreprise à mission, soit la définition de la raison d'être, elle soit menée d'une manière collective, avec tous les acteurs qui contribuent à la vie de l'entreprise. Et pour nous, c'était les sociétaires, c'est aujourd'hui les délégués, puisqu'on a des représentants, et les salariés. Donc quand on a défini, je veux dire, notre raison d'être, on l'a fait avec l'ensemble de ces acteurs. Hein, et je pense que c'était quelque chose qui était peut-être encore unique dans une entreprise privée telle que la nôtre. Il y a eu quand même 74 000 contributions qui ont été mises en place, 15 000 participants qui ont défini la raison d'être. Alors c'est protéger le présent et permettre l'avenir pour nous tous et les générations futures. Donc on est là avec des promesses en direction des sociétaires, des promesses en direction des représentants des sociétaires, des promesses en direction des salariés et des promesses en direction de la société pour faire en sorte que tout ce qu'on peut intervenir, développer, ça permette l'inclusion et ça permette aussi de jouer la solidarité. Et je disais tout à l'heure qu'il y avait 3 éléments qui caractérisaient le mutualisme, et c'est vrai, vous avez parlé, et j'insiste sur la solidarité. La solidarité entre ses membres, bien entendu. 5,7 millions d'assurés nous permet de mettre en place des dispositifs de solidarité quand nos sociétaires sont en difficulté. Je prendrai qu'un seul exemple pour pas être trop long, la prestation solidarité chômage. C'est une prestation qui a été débattue avec les élus en faisant remonter des besoins de sociétaires. Un sociétaire qui malheureusement a une perte de revenus pour lui permettre de maintenir sa cotisation d'assurance. Et ben voilà, on a développé cette prestation solidarité sur un dossier. Voilà, ça fait partie de la solidarité. Quand on intervient, par exemple, effectivement, dans les défis du FUSE, quand on intervient auprès des étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait jouer la solidarité aussi sociétale en direction des publics en difficulté. Justement, restons sur la solidarité, notamment à l'attention des jeunes. D'une manière générale, la Massif, historiquement, est très engagée dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Donc, on va dire que c'est un axe qui semble naturel dans ce positionnement-là, mais plus précisément, est-ce qu'on peut évoquer les leviers d'action que la Massif met en place actuellement à destination des jeunes? Alors tout à l'heure, j'ai parlé effectivement, on a été avec les jeunes dans les situations difficiles qu'ils ont vécues au moment de la crise Covid. Voilà. Un élément important, je prendrai celui-ci, c'est qu'on a un partenaire important qui est Unicité. Et donc on travaille sur les services civiques et on a permis à plusieurs jeunes, je pense que je sais plus combien je pense que c'est 600 jeunes de pouvoir mettre en place leur service civique à l'intérieur de la Massif et sur des sujets de solidarité, par exemple sur l'intergénérationnel. Et mettre le lien entre les jeunes et puis le public senior. Donc on a permis cela. Donc ça veut dire que notre action est menée en matière de difficulté, mais aussi en matière de mise en avant. On a aussi créé un centre d'apprentissage à l'intérieur même de la Massif. Il y a 200 jeunes alternants qui vont apprendre les métiers de l'assurance et qui pourront peut-être trouver des débouchés soit à la Massif, parce que on recrute, soit éventuellement à l'extérieur, mais dans les métiers de l'assurance. Donc on a vraiment des actions concrètes. Puis je vous dis, toutes les actions qu'on appelle des actions mutualistes qui sont menées sur chaque territoire avec les partenaires du territoire permettent aussi à nos élus de mettre en place des actions spécifiques qui répondent aux problématiques que rencontrent les jeunes, comme les personnes en difficulté. On travaille beaucoup aussi autour des aidants. La Massif travaille beaucoup autour des aidants. Donc là, c'est pareil, on essaie d'adapter la situation des aidants dans les territoires où ils résident pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir les aider à gérer l'aider. Et ça, c'est pas non plus une mince affaire. Alors, Fanny, tu disais tout à l'heure qu'en échangeant en amont, vous aviez vu que l'ADN était très compatible. C'est aussi chez Convergence et au Forum 3.0 un axe important, la jeunesse. Comment là aussi Convergence et 3.0 se positionnent? Exactement, la logique est la même. C'est comment donner à chaque jeune, en l'occurrence, les ressources, les informations, les moyens de s'engager
avec le temps dont il dispose, les ressources et aussi voilà, le dispositif qui est disponible autour de lui. Donc là encore, on est sur une action très locale. Avec des plateformes comme Diffuse, l'intérêt très pragmatique, ça va être de se dire, à travers notre projet Youth Weekend, donc un projet de sensibilisation, d'accompagnement de la jeunesse dans leur engagement, de se dire, tu as tout un tas de plateformes, de possibilités qui, en quelques clics, en quelques heures, te permettent de contribuer. Pour certains, ce sera sur du temps personnel et d'autres auront au contraire l'envie d'en faire un projet professionnel. Donc là, à nouveau, il y a différentes échelles. Donc le projet Youth Weekend, c'est à nouveau une plateforme, hein, c'est une extension de Convergence qui va identifier, catalyser des initiatives comme celle-ci pour mettre à disposition des jeunes, se dire, en fait, tu as les ressources. Oui. Tu as les ressources, tu as la capacité et tu as ta place. Et à nouveau, c'est très local puisque c'est un maillage en France, à l'international également. Vous parliez tout à l'heure de l'intergénérationnalité. On organise tous les mois, bon là c'est la pause estivale, mais tous les mois, tous les premiers mardis du mois, des apéros à Paris, région parisienne et au-delà maintenant, sur des thèmes très spécifiques. Donc on a eu par exemple un apéro, parce que c'est dans des bars, hein, c'est convivial, sur l'intersectionnalité, comment les jeunes peuvent s'engager auprès des seniors. Et ce qui est fascinant, je dirais, et ça je salue l'équipe Convergence qui s'occupe de ça, c'est des choses qui peuvent nous paraître assez évidentes, nous qui sommes dans ce milieu, de se voir une étincelle parfois s'allumer chez des jeunes qui sont curieux ou qui ont été, parce que c'est des apéros qui ont été amenés par un pote, quoi. Se dire, ouais, en fait, je m'étais jamais posé cette question-là, ça m'interpelle, soit déjà j'en ai conscience, et deuxième étape, je peux peut-être faire quelque chose. Et des structures comme Diffuse, c'est ça, c'est je te mets au défi d'eux. Et nous, on est tout à fait preneurs de plateformes comme celle-ci. Créer du lien pour créer une traction, une dynamique. Exactement. Et alors, on a parlé de solidarité, mais sur le plan environnemental, quels sont les principaux leviers sur lesquels la Massif travaille ? Elle travaille principalement sur 3 leviers. Le premier levier, c'est la sensibilisation. Et quand vous avez 5,7 millions de sociétaires, notre rôle, si on veut avoir une action, j'allais dire concrète en matière environnementale, c'est de sensibiliser ces 5 millions de sociétaires sur tout ce qui fait aujourd'hui le réchauffement climatique, la nécessité de la transition écologique. Donc, je parlais tout à l'heure des actions mutualistes. Alors, on mène dans les territoires ce qu'on appelle des cafés mutualistes, en faisant intervenir des gens locaux qui peuvent parler des problématiques liées à l'environnement. Et il y a des échanges qui sont faits. On invite les sociétaires à participer à ces échanges pour les sensibiliser. Donc ça, c'est une première action. Et c'est une action importante parce qu'on sait aujourd'hui, on va nous parler des problématiques énergétiques dans peu de temps. On va nous demander de faire des efforts. Je pense que ce qui est important, c'est pouvoir expliquer le pourquoi de cela. Pourquoi aujourd'hui, c'est important que chacun fasse un effort sur l'économie d'eau, sur, le chauffage, pour que chacun puisse contribuer. Et c'est ça qui est important parce que les gens pensent que non, c'est pas nous, c'est les autres. Non, je pense que chacun peut contribuer. Donc, premier effort de sensibilisation. Après, il y a l'action, donc l'action de nos délégués avec les salariés dans l'ensemble des territoires sur des actions concrètes. Nous avons aussi notre participation à des événements importants, comme par exemple la Massif est partenaire de Jean-Louis Etienne avec son projet PolarPod, qui va naviguer bientôt en 2023-2024 dans les mers australes pour essayer de mesurer un certain nombre d'éléments lui permettant peut-être... Alors, ce qui est important dans son projet, c'est qu'il va retraduire ça d'une manière pédagogique. Et nous, dans le partenariat qu'on a avec lui, c'est de pouvoir l'aider à approcher les jeunes, le milieu scolaire, pour sensibiliser ce milieu scolaire, les enfants, à ces problématiques. Et puis aussi, de participer à cette sensibilisation. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, donc c'est passer à l'action. Et le troisième point, c'est nos investissements socialement responsables. Tous les investissements de la Massif, nous gérons des actifs, parce que, milieu assurance, on doit gérer des actifs pour être en capacité de pouvoir répondre aux sinistres de nos assurés. Et donc, tous nos investissements sont passés par le critère ESG. Et ça, c'est important. On s'est engagé aussi à arrêter nos investissements en charbon d'ici 2030. On participe aussi à l'élaboration de la transition énergétique et toutes les actions qui vont être menées depuis 2050. Il y a tout ce qu'on fait autour de la mer, ça a été explicité par ce matin. Donc ça veut dire que la Massif
Elle sensibilise parce qu'elle a un panel, mais on peut aller au-delà d'ailleurs de nos sociétaires. Hein. Quand on nous demande d'intervenir, on le fait. Elle agit concrètement dans les territoires, en proximité. Et d'un autre côté, ces investissements, je veux dire, son produit, la valeur qu'elle crée, elle le met au service, effectivement, je veux dire, de la cause environnementale, comme elle le met au service de la cause de solidarité pour faire face aux personnes en difficulté. Un exemple, la période du Covid, plutôt que de saupoudrer éventuellement les valeurs que malheureusement on a créées parce que justement il y avait moins de sinistres et tout ça, on a ciblé les personnes en difficulté, comme on l'a fait par rapport aux jeunes. C'est-à-dire qu'on a voulu plutôt aider ceux qui passaient malheureusement le cap d'une manière un peu plus douloureuse que d'autres. Et je pense que c'est ça aussi l'intervention mutualiste, c'est de pouvoir jouer la solidarité, mais surtout en direction des personnes en difficulté. D'accord. Voilà, aussi on est en plein dans l'ADN Convergence avec justice sociale et transition écologique. Et chez Convergence, pour diffuser, relayer les enjeux environnementaux, ça se matérialise évidemment par le forum, mais au-delà de ça. Il y a plusieurs canaux, bien évidemment. Déjà, ce qu'il faut comprendre, et là encore, on se rejoint fortement sur la dimension du dialogue partie prenante, c'est que le forum, c'est une chose, mais c'est surtout l'aboutissement de consultations tout au long de l'année avec des groupes de travail composés d'experts de différents secteurs, publics, privés, associatifs, académiques, médias, réseaux jeunesse. Donc en fait, les membres des groupes de travail sont eux-mêmes déjà, je dirais, des canaux, des ambassadeurs pour cette sensibilisation auprès de leurs collaborateurs, parce que effectivement, bien que la RSE soit devenue un enjeu vraiment transversal et qui touche maintenant à l'ADN de beaucoup d'entreprises, ça reste un défi. Donc les personnes qui viennent au groupe de travail Convergence sont aussi ambassadeurs au sein de leur propre structure, de se dire il y a telle structure qui rencontre telle difficulté, on a un petit peu le même souci, on peut s'en inspirer, etc. Donc ils sensibilisent aussi déjà en interne du point de vue du monde de l'organisation, et puis aussi du point de vue personnel. Je disais hier en ouvrant le forum mondial 3.0 que on était au fond de la piscine, qu'il fallait rebondir, et que le temps de la sensibilisation était fini. Je dis ça parce que je sais qu'on est dans une audience on est malheureusement, malgré tous nos efforts, encore un peu dans de l'entre-soi. Nous tous ici, si on est là, si on a pris du temps sur notre calendrier, c'est qu'on sait que c'est important, on sait qu'il y a des enjeux de l'ordre social et environnemental. En revanche, la sensibilisation de sortie de ces murs-là, elle est essentielle. Elle est essentielle. Je ne fustige rien et chacun ses passions évidemment, mais quand on voit l'actualité d'hier de grands joueurs de foot qui explosent de rire quand on questionne les déplacements en jet privé à l'heure où on a des dizaines de communes en France qui sont privées d'eau, je me dis en fait, on peut me pointer du doigt. Kylian Mbappé dire oh là là, il est inconscient, il se marre. Mais en fait, peut-être que l'information lui a pas été vraiment véhiculée en dehors de ce secteur-là. Et au niveau de la jeunesse, c'est pareil. Je disais tout à l'heure, on fait des apéros jeunesse avec des intervenants qui viennent partager leur engagement. C'est super, on a toujours une trentaine, une cinquantaine de jeunes qui viennent. Malheureusement, alors c'est génial, mais c'est vrai que c'est presque un peu tout le temps les mêmes en termes de parcours, en termes de profil. Donc la sensibilisation, en dehors de nos murs, en dehors de nos réseaux, c'est essentiel. Et ça, Convergence, on tâche de le faire en travaillant avec des structures effectivement comme Unicité, les structures de gestion des services civiques notamment. Donc c'est essentiel. Et la deuxième chose que disait Philippe, sur laquelle je souhaite revenir, notamment sur la dimension de l'investissement, qui est un levier essentiel. Ce qu'on véhicule et ce qu'on voit aussi au sein de nos groupes de travail, au sein de nos partenaires à Convergence, c'est que la RSE, c'est plus simplement avoir un projet qui va compenser ou verdir nos externalités. Non, c'est vraiment avoir une démarche vertueuse, de ne pas mettre un mouchoir sur les externalités qu'on appelle négatives, parce qu'on en a des positives à côté, mais vraiment d'avoir une approche intégrée. Et ça, c'est de la sensibilisation des organisations, de la RSE qui est aussi essentielle, je pense, pour tenir le cap des moins 2 degrés et sociaux aussi. Ouais. Ce que dit Fanny est important, parce que le fait d'être une mutuelle d'entreprise, d'assurance,
avec 5,7 millions d'assurés qu'on appelle des sociétaires, on a effectivement la responsabilité de sensibiliser ces 5,7 millions de sociétaires. Alors, on le fait à travers ce que j'ai dit tout à l'heure, mais par exemple sur les investissements financiers, lorsque on permet, dans le cadre de l'assurance vie, à nos sociétaires d'avoir des souscriptions sur des contrats d'assurance vie, on leur permet, je veux dire, de pouvoir placer leur épargne sur des sujets importants, des placements solidaires, des placements verts. Et ça aussi, c'est important parce que ça veut dire que si on permet ces produits-là, en même temps, on sensibilise les épargnants. Ils peuvent placer leur argent sur tel ou tel, je veux dire, environnement important, vert, au niveau de la solidarité. On a plein de produits qui permettent cela. Et ça, c'est important. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sensibilisation parce qu'il vaut mieux prévenir en soi que guérir. Mais pour autant, avec les crises et en particulier le dérèglement climatique, on sait qu'il y aura de plus en plus de sinistrés. Comment un groupe comme la Massif se prépare à ce phénomène ? Alors c'est quelque chose qui effectivement nous interroge beaucoup parce que est-ce que, je veux dire, toute la matière assurançable va nous permettre de toujours gérer notre métier. Ouais. Et je crois que l'accompagnement des sinistrés, c'est d'abord dans notre ADN, c'est-à-dire que lorsqu'il y a malheureusement un sinistre important qui se passe dans tel ou tel, je veux dire, endroit, dans tel ou tel territoire, bien entendu, toutes les infrastructures de la Massif, tous les salariés sont mobilisés pour faire face, je veux dire, à ce sinistre. Mais on doit, en amont, travailler sur essayer d'anticiper sur ces sinistres. Donc on a des études, on travaille avec des organismes nous permettant d'essayer de lister les endroits où pourrait y avoir demain des inondations et tout ça. Et donc on fait aussi de la recherche-étude pour essayer effectivement d'anticiper là-dessus. Mais bien entendu, on accompagne ces sinistrés comme il le faut. On le doit, d'ailleurs, c'est notre métier. Mais c'est vrai que demain, il faudra qu'il y ait un travail plus en amont qui soit fait aussi avec les pouvoirs publics, avec l'ensemble des partenaires pour essayer d'anticiper toutes ces catastrophes écologiques parce qu'à un moment donné, ça va être compliqué de pouvoir gérer cette affaire-là. Bon, on l'a vu avec la Covid, comment on pouvait assurer... Alors il y a eu des actions qui ont été menées par le gouvernement sur quoi qu'il en coûte. Enfin, il y a plein de choses. Mais nous, effectivement, on travaille avec notre fédération, la Fédération française de l'assurance, oui. Sur tous ces aspects-là. On participe à tous ces échanges et à toutes ces recherches. Oui. Et Fanny, sur ces aspects, non pas finalement de prévention, mais plus de gestion de l'urgence, plein de solutions, plein d'acteurs qui agissent, que vous valorisez à travers le forum et d'autres actions. Est-ce que c'est un levier clé également qui est travaillé chez Convergence ? Oui, évidemment, et je dirais que les crises du point de vue de la société civile, donc les organisations et le citoyen, je dirais qu'il y a deux types de crises. Il y a celles qui nous tombent dessus. On n'était pas au courant, la Covid-19, la guerre en Ukraine, et il y a celles dont on sait qu'elles vont arriver, il y a celles qui peuvent être anticipées, et Philippe parlait de l'importance du travail avec le secteur de la recherche, le secteur académique, le secteur de l'innovation. C'est essentiel. Il faut, je pense, cesser de considérer la sphère scientifique comme étant des annonciateurs. Ils ne sont pas là simplement pour annoncer, ils ont aussi des vrais leviers pour accompagner et mitiger, parce que maintenant on n'est plus dans on essaye de mitiger tous ces impacts-là. Il faut travailler avec eux. Donc ça, je suis ravie d'entendre que vous collaborez avec ces acteurs-là, et nous à Convergence, on essaie de les agréger aussi de plus en plus. Ça, c'est une chose. Et puis, comment accompagner ça ? Le 3-0, zéro carbone, zéro pauvreté, la philosophie derrière, c'est ne laisser personne derrière. Et je pense que y a énormément de gens qui pensent ne pas avoir accès à des services de protection, d'assurance, de protection mutuelle, qui pensent ne pas avoir les ressources, qui pensent que c'est pas essentiel parce qu'ils ont simplement d'autres priorités et au jour le jour, je dirais. Et donc c'est aussi essentiel de rendre ces services-là, accessibles, déjà de rendre l'information disponible, de savoir que on vous voit. On tient compte de vos problématiques et vous avez votre place chez nous parce que si demain il y a une inondation, la vague ne va pas choisir ses maisons. Hein. Donc tout le monde a besoin de se protéger, tout le monde a le droit de se protéger et ne laisser personne derrière, c'est aussi laisser sa place à chacun, tant dans l'anticipation que dans l'urgence. Et si on devait terminer par un mot sur 2023 qui arrive à grands pas,
quel serait, je dirais, soit le message clé ou le projet prioritaire sur lesquels l'un et l'autre vous intervenez? Qu'est-ce que vous aimeriez souligner pour 2023? Je pense qu'on va soutenir l'action de convergence autour de 3.0. Moi, je suis totalement satisfait de voir qu'on travaille ensemble. Et le fait d'avoir mis zéro carbone, zéro exclusion et zéro pauvreté, ça correspond totalement, je veux dire, à notre démarche mutualiste, qui se veut une démarche très engageante, bien sûr en direction de nos assurés, mais aussi en direction de la société en général. Donc, malgré les difficultés qui nous attendent, malgré les crises qu'on a traversées, qu'on traverse encore, moi, je suis d'un naturel optimiste parce que je pense que la mobilisation d'hier et d'aujourd'hui, comme les mobilisations qu'on peut connaître par ailleurs, je veux dire, dans d'autres situations, nous permettent de percevoir qu'on peut trouver ensemble, et c'est ça qui est important, ensemble, chacun dans son domaine, mais ensemble, des solutions aux problèmes qui nous sont aujourd'hui malheureusement, j'allais dire pas proposés, mais qui sont devant nous aujourd'hui. Donc un mot, c'est mobilisation, ensemble, pour faire face aux défis de demain. Merci. Fanny? Pour Convergence, évidemment, on se retrouve là-dedans, et je dirais que 2023, le mot d'ordre pour nous, il sera le maillage. Entre les territoires de différentes géographies, que ce soit la France et l'international, pour savoir comment aller trouver les solutions, les innovations de part et d'autre du monde, s'en inspirer et vraiment agir collectivement. Le collectif, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Ça veut dire des solutions adaptées à chacun, mais avec une vision partagée. Et le 3.0, il est là. Donc, pour nous, en termes de projet, ça se traduit par toujours plus de groupes de travail et de forums à l'international et dans les territoires, en France notamment. Merci beaucoup à vous deux, Fanny. Merci Philippe. pour cette discussion. Merci Avec Fanny. plaisir. Léo Garnier, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur général de Rift, mais aussi l'associé de l'ITA. Est-ce que tu peux nous dire d'abord ce qu'est l'ITA et quel est le lien entre Rift et l'ITA? Oui, tout à fait. Bonjour. Donc l'ITA, c'est une plateforme d'investissement participatif qui permet à des entreprises de l'économie sociale, c'est-à-dire des entreprises qui essayent de répondre à une problématique sociale ou environnementale, de trouver des investisseurs auprès d'une communauté d'investisseurs particuliers. C'est une plateforme qui a permis de financer plus de 150 projets pour quasi 100 millions d'euros et qui rassemble une communauté de 5000 investisseurs engagés. C'est une forme de finance qui est assez radicale, le circuit court de la finance directement d'un épargnant à un projet. On a été interpellé assez régulièrement par notre communauté d'investisseurs pour demander et qu'est-ce que je peux trouver comme autre produit financier plus classique, parce que ça reste de la finance qui est assez risquée, qui est sur du long terme, qu'on peut pas ressortir, on peut pas ressortir notre argent à la fin du mois. Et donc on a commencé à chercher est-ce qu'il existait des produits financiers qui respectent les mêmes valeurs que ce qu'essaie de promouvoir l'État. Et c'est comme ça qu'on a créé Rift, parce qu'on s'est rendu compte que d'une part, on n'avait pas accès à autant d'informations sur les produits financiers que ce qu'on peut trouver par exemple sur un paquet de biscuits, et que même quand on trouvait des informations, elles n'étaient jamais uniformes d'une institution financière à l'autre. Donc pour un épargnant et pour nous, si on voulait donner de l'information à cet épargnant, impossible de s'y retrouver. D'accord. Et donc Rift, c'est une application mobile gratuite qui permet à n'importe quel investisseur de rentrer ses produits d'épargne. Donc j'ai 1000 € sur le livret A de ma banque, j'ai une assurance vie avec tel produit, tel produit, tel produit. Et d'abord de savoir ce qu'on finance. Donc est-ce que je finance plutôt des grandes entreprises, des États, des PME, quel secteur se finance? Est-ce que je suis exposé à des secteurs dits sensibles? Par exemple, est-ce que je finance le tabac? En tant qu'ancien fumeur, j'ai peut-être pas envie de financer le secteur du tabac. Et son impact environnemental. Donc savoir quelle est l'empreinte carbone de mon épargne, quel est l'impact sur la biodiversité de mon épargne, est-ce qu'elle est exposée à ce qu'on appelle des risques physiques, c'est-à-dire des risques liés au changement climatique, les averses comme on a pu voir hier soir à Paris, les épisodes de sécheresse comme on a pu voir cet été, les risques de feu, etc. Voilà, c'est tout ce qu'on appelle les risques physiques. Et alors quand tu dis investisseur dans le modèle de Rift, l'investisseur c'est l'épargnant, c'est le citoyen. Exactement, c'est toi, c'est moi, c'est n'importe quel épargnant qui a même juste un compte bancaire. Même s'il a juste 1000 € sur son compte bancaire, il va pouvoir utiliser Rift pour voir ce qu'il finance à travers les 1000 € qu'il laisse sur son compte bancaire, parce que peu importe la somme que j'ai, que je laisse dans une institution financière, elle va toujours être utilisée pour financer un projet ou un autre. Et dans l'ITA, donc là il y a une mesure précise du montant qui a été investi.
En revanche, est-ce que Rift vous permet de mesurer l'épargne qui a été ciblée de cette manière-là? Alors, c'est pas quelque chose qu'on mesure parce qu'on garde le minimum d'informations possible sur les utilisateurs. Ça a été un choix dès le début. On a besoin d'une adresse mail, d'un mot de passe juste pour sécuriser les comptes, mais on garde le minimum d'informations possible. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 50 000 personnes qui utilisent l'application et qu'on a à peu près 12 000 personnes qui sont passées à l'action d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que soit elles ont interpellé leur conseiller, c'est la deuxième partie de Rift, c'est le passage à l'action. Donc soit elles ont interpellé leur conseiller pour dire bon bah moi j'ai vu que mon épargne finançait tel secteur, que j'avais plutôt une empreinte carbone qui était par exemple pas extraordinaire, et donc je voudrais engager un dialogue avec vous pour trouver des produits financiers qui correspondent à mes valeurs et qui me sont vraiment adaptés. Soit ils ont fait tout un questionnaire qu'on a qui permet de sélectionner les critères extra-financiers qui nous intéressent. Donc par exemple, moi je vais être plus sensible au fait d'exclure certains secteurs parce que c'est contraire à mes valeurs. Au contraire, je vais être plus sensible au fait d'investir dans des entreprises qui sont pas forcément les meilleures, mais celles qui se transforment le plus. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit transformer la société, en faisant en sorte que les grandes entreprises qui sont pas forcément historiquement les plus performantes d'un point de vue justice sociale ou justice écologique se transforment. Et là, on va avoir accès à toute une liste de produits financiers qui correspondent à toute ou partie de nos valeurs. Et là, on a tant d'utilisateurs qui également ont sélectionné au moins un produit financier en favori pour aller ensuite voir leur conseiller et dire bah, moi je veux ce type de produit financier. D'accord. Donc c'est le fait de mettre un produit en favori qui vous permet de mesurer le nombre d'interactions susceptibles de découler de l'application. Exactement. Nous, en fait, non, on ne fait pas du conseil financier. Donc notre travail s'arrête jusqu'au fait de susciter l'envie d'en savoir plus sur la finance durable. Mais ensuite, on laisse le rôle aux professionnels du secteur, que ce soit le conseiller bancaire, le conseiller en gestion de patrimoine, de reprendre la balle au bon et échanger avec son client pour lui conseiller des produits financiers qui ne sont pas seulement adaptés en niveau de risque et de rentabilité, mais qui sont aussi adaptés en termes de valeur. Rift a été lancé en 2017, donc là vous commencez à avoir déjà quelques années de recul. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les grands événements dans l'actualité et le taux d'adoption et l'usage de l'application? Alors c'est vrai que nous on essaye aussi de beaucoup rebondir sur ces grands événements de l'actualité parce qu'en fait ils sont très généralement liés à notre épargne. Quand on a des organismes qui sont censés s'occuper de nos anciens qui en fait se trouvent être des machines à cash, et très souvent toi et moi on y est exposé à travers notre banque ou à travers notre assurance vie. De la même façon, quand on a un grand acteur pétrolier qui voit qui n'a pas bien entretenu son matériel et on voit une catastrophe écologique, que ce soit un bateau transporteur de pétrole qui est percé, une plateforme pétrolière qui entre en feu, très souvent il y a une personne sur trois qui est exposée à travers son épargne. Et donc on essaye aussi à travers les événements du quotidien de montrer à quel point le rôle de l'épargne est crucial dans la transition écologique et sociale, et on voit effectivement que c'est ce qui marche le plus. C'est-à-dire que savoir j'ai une empreinte carbone de 10 tonnes de CO2 à travers mon épargne. Alors certes, on se rend compte de l'ordre de grandeur, ça c'est important parce que 5 000 € sur un compte bancaire, c'est l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York en avion. Donc n'importe qui a un petit peu d'épargne à gauche a une empreinte écologique qui est quand même considérable par rapport à son empreinte en tant que consommateur. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus actionnable. En revanche, quand je vois que je suis exposé à une entreprise qui a une action qui est contraire à mes valeurs, là c'est très actionnable. Je dis je ne veux plus soutenir cette entreprise, je veux plus la financer, ou je veux m'engager dans des processus de transformation de son entreprise, par exemple à travers ce qu'on appelle de l'engagement actionnarial, et demander à ma banque, à mon institution financière, comment elle fait pour essayer au quotidien, au contact de l'entreprise en tant qu'actionnaire, l'entreprise souvent rend des comptes à ses actionnaires, comment elle fait pour essayer de la transformer de l'intérieur. D'accord. Et la tendance en nombre d'utilisateurs aujourd'hui, quel est un petit peu le volume mensuel ou annuel d'inscription, et surtout les perspectives à 5 ans que vous êtes fixées? Ouais, alors c'est vraiment dents de scie, hein. Il y a on va voir effectivement une actualité qui est assez porteuse. On va pouvoir faire 15 000 téléchargements dans le mois. Et au contraire, là au mois d'août, on est sur juste quelques milliers de téléchargements dans le mois. Comme j'ai dit, un peu plus de 50 000 utilisateurs. Nous, l'objectif qu'on a en tête, c'est d'atteindre le million d'utilisateurs, qui est un peu la masse critique pour vraiment transformer les institutions financières. On voit déjà qu'on a un grand retentissement. Très honnêtement, moi j'ai été très agréablement surpris de l'accueil qu'on avait chez la plupart des institutions financières qui, dès qu'on a lancé l'application, qu'on commençait à avoir quelques milliers d'utilisateurs, ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait, à discuter avec nous, qui même quand on fait des actions
qui les embêtent un petit peu, qui sont un petit peu un caillou dans la chaussure, viennent échanger avec nous pour comprendre pourquoi on fait ça, pour essayer aussi d'apporter la meilleure réponse possible à leurs clients. Donc on voit déjà qu'avec 50 000 utilisateurs, on arrive à avoir une oreille attentive d'une partie des personnes chez les institutions financières. Avec 1 million d'utilisateurs, ça ne sera pas seulement une oreille attentive, mais un passage à l'action, je pense. Très bien. Et les relations avec justement les établissements financiers, est-ce que vous les entretenez en direct, au-delà de l'impact indirect, en suscitant finalement une discussion entre l'épargnant et l'institution financière? Oui, tout à fait. Alors, on a de toute façon une relation en direct pour la question des données. Nous, pour créer la base de données, ça a été le plus grand travail chez Rift. C'est plus de 173 000 points de données, 16 000 produits financiers analysés à travers 7 indicateurs. Donc ça a été un travail de plus de 2 ans pour rassembler toutes ces données-là auprès de sources publiques. Donc là, on va dans les rapports et puis on le fait à la main ou par des processus semi-automatisés. Et aussi des bases de données privées qu'on a été obligé d'acheter. Et on va toujours échanger avec les institutions financières pour comparer nos données avec leurs données. L'idée étant de voir est-ce que parfois ça arrive qu'on ait des données qui soient un petit peu trop anciennes. Parfois il y a des données qui dans tout ce processus-là peuvent être corrompues. Donc de toute façon on va voir les institutions financières pour leur proposer d'échanger de la donnée plus récente. Et c'est le cas avec 2 institutions financières qui aujourd'hui ont mis des ponts de données avec nous. Elles nous envoient tous les mois des données en direct plutôt que ça passe par tout ce circuit-là. Ensuite on a aussi des échanges réguliers avec ces institutions financières pour essayer de trouver un modèle économique. L'idée étant de voir comment on peut accompagner ces institutions financières à faire plus de transparence. Je pense pouvoir dire qu'il y a aujourd'hui assez peu d'institutions financières qui arrivent à créer ce dialogue avec leurs clients. Je ne sais pas vous dans votre banque, mais moi dans ma banque personnellement, je reçois pas d'informations sur ce que finance mon épargne qui me semble convaincante. Donc c'est un travail qui est en cours. Je pense qu'il y a plus beaucoup d'institutions financières qui pensent qu'on peut faire comme si de rien n'était, comme il y a une dizaine d'années où la finance n'est pas immorale mais amorale. Elle finançait juste le marché. On se rend compte que la finance a un rôle dans la transition écologique et sociale. Et donc ce travail-là qui est à faire, elles se rendent bien compte qu'elles ont besoin aussi de s'inspirer d'initiatives privées, même si elles ne sont pas toujours d'accord avec nous. Donc on échange assez régulièrement avec, je dirais à peu près la moitié des grandes banques et assurances françaises. Alors après, il y en a toujours qui font la sourde oreille, mais c'est pas la majorité. Donc en fait, vous êtes une plateforme d'intermédiation sur la transparence finalement des données d'épargne. Oui, tout à fait. Nous, on essaye, c'est de mettre ce sujet de la transparence au milieu du débat public pour susciter l'intérêt des épargnants, parce que c'est quand même pas le sujet qui est le plus naturel. Quand on parle par exemple de nourriture, c'est bien plus naturel parce que c'est quelque chose qu'on ingère au quotidien. Donc on se dit si y a n'importe quoi dedans, je suis en train de m'empoisonner. C'est plus évident. C'est à l'échelle individuelle. La finance, on est sur une échelle collective. C'est-à-dire que même si moi je change ma finance tout seul dans mon coin, ça ne sert pas à grand chose. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des mouvements qui se créent pour transformer la finance. Et l'impact, en revanche, il est aussi collectif. C'est-à-dire que s'il y a une institution financière, par exemple, qui décide de sortir du charbon, pas à horizon 2040, mais à horizon 2030, ça a un impact qui est considérable. Bien plus que si moi tout seul je décide de changer de fournisseur énergétique. Et donc on essaie de mettre ce sujet sur la place publique pour que les épargnants s'en saisissent, et dans un deuxième temps, et on pense aussi que c'est nécessaire que les pouvoirs publics s'en saisissent. Parce que sur le sujet de la transparence des institutions financières, bien sûr, il y a besoin d'un mouvement citoyen qui demande auprès de leur banque, mais on se rend bien compte aussi que le régulateur a un pouvoir central. Ce qui est important peut-être de mentionner, c'est que on est peut-être juste un tout petit peu en amont sur des régulations qui sont quand même déjà en cours à l'échelle européenne, qui sont pas parfaites, peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais il y a tout un ensemble réglementaire qui est en train de se mettre en place pour promouvoir plus de transparence sur les produits financiers, pour faire en sorte que les épargnants comprennent ce qu'ils financent avec leur épargne. C'est pas parfait, mais c'est quand même en cours. Et donc plus la pression citoyenne est forte, plus aussi ces régulations qui sont définies à l'échelle européenne seront transcrites dans le droit local de façon ambitieuse. Très bien. Merci beaucoup Léo pour toutes ces explications. Puis bon courage pour le développement de l'application. Merci beaucoup. Charles Lesage, bonjour. Bonjour. Tu es directeur général du mouvement Sol, qui est un mouvement qui se concentre autour des enjeux des économies, plutôt des monnaies locales, des monnaies participatives. C'est un sujet dont on entend parler depuis de nombreuses années, mais un peu en signal faible pour les non-experts. Est-ce que tu peux commencer par nous dire exactement ce qui caractérise une monnaie locale et puis quelle est un petit peu l'ampleur finalement du phénomène à date ? Oui.
Alors, les monnaies locales sont des monnaies qui sont portées par des associations à l'échelle des territoires. En général, ça va de plusieurs communes à un petit département. Et on en compte près de 80 en France aujourd'hui. La particularité de ces monnaies, donc comme je le disais, c'est d'être gérées par une association qui regroupe en son sein différents types d'acteurs du territoire. À la fois les habitants, les entreprises locales, le tissu associatif, les collectivités territoriales. Et l'objectif, c'est tous ensemble de gérer une monnaie au service du territoire, d'une résilience écologique et sociale du territoire et du soutien à l'économie locale. Et qu'est-ce qui va faire qu'une économie, qu'une monnaie locale va soutenir plus particulièrement l'économie locale? Comment la bascule se fait? Oui, alors peut-être pour comprendre ça, expliquer en un mot comment fonctionne la monnaie, Oui. pour pouvoir l'utiliser en tant qu'habitant ou professionnel ou collectivité, il vous faut d'abord adhérer à l'association. Et puis une fois que vous avez adhéré à l'association, vous pouvez décider de changer une certaine somme d'euros en l'équivalent en monnaie locale. À Paris, par exemple, vous échangez 30 euros, vous recevez 30 pêches. À Strasbourg, vous changez 40 euros, vous recevez 40 stucs. Donc toujours 1 euro égale une monnaie locale. Pourquoi est-ce que la monnaie soutient l'économie locale? La monnaie locale soutient l'économie locale? Eh bien parce que lorsque vous dépensez en monnaie locale sur votre territoire, vous avez l'assurance que la personne auprès de qui vous dépensez cette monnaie sera elle-même invitée à la redépenser localement. Par exemple, lorsque vous achetez votre baguette de pain en monnaie locale, eh bien, si votre boulanger souhaite, lui, acheter un livre, vous avez l'assurance qu'il ira acheter le livre dans la librairie locale plutôt que, par exemple, sur une grande plateforme d'achat en ligne. Ce qu'il aurait pu faire si vous l'aviez payé en euros, en consommant localement à votre échelle en euros, mais ce qu'il ne peut pas faire si vous consommez localement à votre échelle en monnaie locale. Et est-ce qu'il est possible de convertir à l'envers la monnaie locale en euros? Alors, il n'est pas possible pour les habitants, citoyens, citoyennes, à titre particulier, de reconvertir la monnaie locale en euros. D'accord. Ce qui n'est pas dérangeant puisque c'est vous, au départ, qui choisissez le montant d'euros que vous transformez en monnaie locale. En revanche, pour les adhérents professionnels qui, eux, perçoivent de la monnaie locale à travers leurs ventes, eh bien, on pourrait comprendre qu'à un moment donné, ils aient reçu trop de monnaie locale et soient en incapacité de la redépenser auprès de leurs fournisseurs, de leurs prestataires. D'accord. Alors bien sûr, le rôle de l'association de monnaie locale, c'est d'accompagner le professionnel à trouver de nouveaux débouchés auprès de nouveaux fournisseurs, etc. Mais en dernier ressort, s'il n'y a pas de débouchés pour redépenser ces monnaies locales, alors le professionnel peut reconvertir la monnaie locale en euros. Et le taux de change entre euro et monnaie locale, est-ce qu'il est défini une fois pour toutes et de manière arbitraire, ou est-ce qu'il y a une façon de le déterminer, et est-ce que ça évolue dans le temps? Alors, le taux de change est fixe. Il est le même pour toutes les monnaies locales. Une monnaie locale, une unité de monnaie locale égale 1 euro. Donc ça, c'est toujours la même chose. C'est invariable. Ce qui peut changer d'une monnaie locale à l'autre, c'est que certaines monnaies locales décident, au moment de la reconversion des professionnels des monnaies locales en euros, d'affecter une petite contribution de 3% ou de 5%. Qui viennent dissuader un change qui serait peut-être parfois trop facile sans cette contribution-là. Et pour qu'une association puisse opérer de cette manière en tant que régulateur d'une monnaie locale, est-ce qu'il y a une régulation justement de cette activité? Alors oui, bien entendu. Les monnaies locales complémentaires sont reconnues par la loi relative à l'économie sociale et solidaire de juillet 2014 qui les a inscrites au code monétaire et financier. Donc tout est parfaitement légal. Le mouvement Sol a des liens avec l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et réglementaire, pour s'assurer que tout est en ordre. Donc oui, c'est parfaitement légal et contrôlé. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est le volume en équivalent euro existant et circulant en monnaie locale en France et ou dans le monde ou en Europe? Alors en France, oui, on est aux alentours de 6 millions d'euros. D'accord. 6 millions de monnaies locales en circulation, ce qui est aujourd'hui
un montant très faible, mais qui grandit au fil des années, notamment lorsque les monnaies locales passent à la digitalisation. C'est-à-dire D'accord. que sur les 80 monnaies locales, toutes se sont créées d'abord sous forme papier. Mhm. Et aujourd'hui, une vingtaine d'entre elles sont digitalisées. On D'accord. voit un mouvement de digitalisation depuis 3-4 ans aujourd'hui. C'est l'un des enjeux importants de notre développement, Mhm. tout en conservant la monnaie papier qui a un intérêt pédagogique important, symbolique important. Mais voilà, on se dirige vers des monnaies locales à la fois sous forme de papier et de monnaie digitalisée par paiement via smartphone. Et est-ce que ça passe nécessairement par un système basé sur la technologie blockchain ou pas? Pas nécessairement. Il y a des monnaies locales qui utilisent la technologie blockchain, d'autres des technologies centralisées. Voilà, on travaille avec les deux types de techno. Et cette évolution, donc 6 millions, on peut considérer que les monnaies locales existent et circulent depuis combien de temps en France? Depuis un petit peu plus de 10 ans. Donc 6 millions en 10 ans. Est-ce que c'est une courbe qui tend à devenir plus ou moins exponentielle? Est-ce qu'on sent en fait une très forte accélération Oui. ou plutôt au contraire une progression lente sur le temps long? Alors, il y a une accélération et l'enjeu c'est d'accélérer cette accélération. Pour vous donner un ordre d'idée, le SCHO est la monnaie qui circule au Pays Basque, c'est la plus importante monnaie locale d'Europe. D'accord. Elle a été lancée en 2013. Mhm. Elle est passée à l'EuSCHO numérique en 2017. À l'époque, il y avait 450 000 EuSCHO en circulation sous forme papier. D'accord. Aujourd'hui, en 2022, on compte plus de 3 millions de EuSCHO en circulation. Vous voyez, donc un premier laps de temps de 4-5 ans, un demi-million en circulation sous forme papier. Et puis 5 années en digitalisation, on est à 3 millions, avec un réseau d'adhérents qui grossit, D'accord. donc des flux qui augmentent, Oui. et donc une accélération de la masse monétaire en circulation. Aujourd'hui, au Mouvement Sol, on a lancé un programme d'accompagnement au changement d'échelle Mhm. de 7 monnaies locales, qu'on appelle le Pass 7. Et l'idée, c'est d'embarquer un premier lot de monnaies locales qui a acquis les fondements nécessaires à un changement d'échelle pour aller dans cette trajectoire de l'EuSCHO. Et puis, dans un deuxième temps, d'accompagner une nouvelle vague de monnaie locale et ainsi de suite D'accord. pour augmenter l'impact qu'elles ont sur leur territoire. D'accord. Donc par rapport à ce retour d'expérience, finalement, la numérisation en cours peut laisser présager une accélération dans les 24 mois qui viennent. Pas forcément. 24 mois, c'est assez court, Ouais. mais en tout cas, la tendance est là. D'accord. La tendance est là et j'allais dire, elle s'explique aussi par une implication grandissante des collectivités Oui. territoriales en soutien des monnaies locales. Depuis le Covid, on a vu adhérer Strasbourg, Bordeaux, Marseille, la ville de Nantes, la ville de Nancy, le Grand Avignon, le Grand Angoulême. Au niveau des collectivités locales elles-mêmes. Les collectivités locales elles-mêmes adhèrent à l'association, deviennent membres à part entière de l'association de la monnaie locale et partenaires de première ligne pour développer la monnaie locale sur le Oui, territoire. donc ça crédibilise les initiatives locales. Exactement, ça crédibilise les monnaies locales auprès de l'ensemble des acteurs territoriaux et puis au-delà de ça, la collectivité territoriale est elle-même un acteur économique important du territoire et lorsqu'elle se met à utiliser la monnaie locale pour le paiement de certains de ses fournisseurs ou certains de ses prestataires, lorsqu'elle accepte dans les services publics la monnaie locale, comme ça peut être le cas à Grenoble, au Pays Basque, à Lyon, eh bien on voit une possibilité d'utiliser la monnaie qui est décuplée et qui rentre en synergie avec la digitalisation de la monnaie qui en facilite l'usage. Très bien, c'est clair. Merci beaucoup Charles pour ces précisions et donc on va suivre le phénomène des monnaies locales Merci avec beaucoup. attention. Merci. Marie Vernier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du labo de l'ESS, qui est un think tank créé en 2010 dédié à l'économie sociale et solidaire. Du point de vue du labo, quelles sont les grandes tendances aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire ? Déjà,
l'ESS, elle a prouvé qu'elle était extrêmement résiliente face aux crises. C'était déjà le cas en 2008. Oui. C'est aussi le cas en 2020 avec la crise sanitaire. Clairement, elle est encastrée dans l'économie, donc elle a subi de plein fouet les effets du Covid. Mais le rebond aujourd'hui qu'on constate est très positif, puisqu'on est à plus 4,7 créations de postes en juin 2021, ce qui situe le niveau d'emploi dans l'ESS à un niveau supérieur à avant la crise sanitaire. D'accord. Le dynamisme, il est aussi porté par le fait que l'ESS est en train d'être revitalisé vraiment par les questions de transition écologique. Il y a beaucoup d'acteurs de protection de l'environnement, de transition écologique de manière générale qui relèvent de l'ESS. Et puis, on a peut-être à un niveau un peu plus lointain pour nous, une reconnaissance internationale qui est forte, Oui. puisqu'il y a un plan d'action européen qui a été adopté par la Commission en fin d'année dernière, qui ouvre plein de pistes pour les acteurs français. Et puis plus récemment en juin, la reconnaissance et la définition de l'ESS par l'OIT, Oui. qui, outre le fait de donner une définition qui est partagée, partageable, reconnaît aussi le rôle de l'ESS justement dans les transitions de l'économie informelle vers l'économie formelle, dans les transitions numériques aussi et la transition écologique. Et ce lien justement entre l'économie dite traditionnelle et celui de l'économie sociale et solidaire, de quelle manière il évolue? Est-ce que déjà la frontière est de plus en plus floue? Est-ce qu'il y a plus de collaboration? Comment vous observez ça? Oui, alors effectivement, la frontière est floue, oui et non. Disons que l'ESS infuse et inspire Oui. la totalité de l'économie. C'est une bonne chose. Ça prouve son caractère modèle, ça prouve sa capacité à créer des synergies dans les territoires. Il ne faut pas qu'elle perde sa valeur ajoutée, son vrai ADN, qui sont la gouvernance partagée, la lucrativité limitée. Voilà, donc c'est une bonne chose. Nous on voit ça positivement, tous ces mouvements liés à la modernisation qui va arriver de l'agrément ESUS, par exemple, au mouvement des entreprises à mission. Ça prouve tout ça, ça prouve cet effet d'entraînement. Il faut qu'on reste quand même aussi clair sur notre valeur ajoutée. D'accord. Et le financement des acteurs de l'ESS, déjà quels sont les leviers de financement aujourd'hui qui sont prépondérants, et là aussi comment ils évoluent? Est-ce qu'il est plus facile pour les acteurs de l'ESS de se financer en 2022 qu'en 2020 par exemple? Alors sur cette période aussi courte, je peux pas vraiment vous répondre. En 2020, on a quand même eu un plan de relance décidé par l'État d'1,3 milliard dédié à l'ESS, donc qui a créé effectivement un appel d'air énorme et qui a permis de sauver un certain nombre de structures, très clairement. De manière générale, depuis 2014, il y a quand même un accès au financement qui est plus facile pour les acteurs de l'ESS. Je pense notamment à la finance à impact, à la finance solidaire. Nos amis de chez FAIR ont sorti un baromètre. On est, je crois, à 24,5 milliards d'encours en décembre 2021 pour la finance solidaire. C'est énorme. C'est autant du coup d'argent qui sont réinjectés dans les projets. Peut-être que les gens qui nous regardent du coup grincent un peu quand ils m'entendent dire ça, parce que faut pas se voiler la face. Il y a aussi un accès inégal à ces financements, selon la taille des structures, selon leur statut, selon leur modèle d'autofinancement ou pas. Donc il faut aussi préserver cette diversité. Puis le financement, ça fait pas tout. On a la chance en France d'avoir un écosystème de l'accompagnement qui est très mature, qui est structuré. Je pense à la vie, je pense aux couveuses, aux générateurs, aux CAE. Eux aussi, il faut qu'ils puissent accéder au financement et être soutenus. De manière générale, au-delà des initiatives, au-delà de l'accompagnement, il y a aussi un enjeu à vraiment trouver le moyen de favoriser les dynamiques de coopération territoriale. Vous me disiez tout à l'heure comment ça infuse dans les territoires. Là, il y a plein de synergies entre acteurs de l'ESS et acteurs plus conventionnels qui partent du terrain, qui partent de problématiques locales. Et voilà, nous on travaille, en tout cas au labo de l'ESS, on est en train de lancer une étude sur ces questions du financement et de l'accompagnement de ces dynamiques de coopération. Alors, ces collaborations, évidemment, c'est toujours un sujet qui est relativement complexe et très divers, mais s'il y avait un facteur de risque ou une clé de succès à nous partager, ça pourrait être quoi pour éviter justement l'échec d'une collaboration entre ESS, territoire, acteurs traditionnels, ou au contraire ce qui fait ses preuves et ce qui est efficace? Le fonctionnement d'un projet de coopération territoriale, il tient à plein de facteurs. Il tient à la gouvernance, évidemment. Il tient aux personnes inspirantes qui le portent. Il tient aux récits mobilisateurs aussi pour le territoire. Je crois qu'il faut faire confiance surtout aux acteurs locaux. C'est vrai que c'est des histoires de personnes. C'est vrai que ce qui peut fonctionner à un endroit ne fonctionne pas forcément ailleurs. Mais
le fait de travailler à une échelle méso, le fait de travailler dans le territoire avec des personnes qui y vivent et de leur donner confiance, de leur faire confiance sur le fait de trouver des solutions innovantes aux problématiques qui ne sont pas adressées aujourd'hui sur les territoires. C'est ça, à mon avis, la clé d'une coopération réussie. Alors là, on est en pleine rentrée 2022, fin d'année et 2023. Vos challenges, priorités, quel est le dossier numéro 1 en haut de la pile? Pour le labo Pour le labo. Pour le labo de l'ESS, on a plusieurs études en cours. Pour faire écho peut-être au sujet de convergence, on est en train d'en porter une sur la transition écologique juste avec la Fondation de France, où on essaye de démontrer l'apport de l'économie sociale et solidaire dans une transition qui est pas une mode, qui est pas juste qui est pas juste un mouvement vers lequel dont on pourra se détourner, mais qui soit donc à la fois radical et qui prenne en compte les besoins de toutes et tous et l'émancipation de toutes et tous, y compris les personnes en situation de grande précarité. Très bien. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. Marc Auberon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du festival, d'abord Le Temps qui passe. Alors, ça s'appelait Le Temps Presse. Le Temps Presse, merci. C'est un lapsus peut-être. Oui, mais qui se vaut, ça vaut. Et ensuite, le festival évolue pour lancer Cinema for Change. Okay. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'origine du Bien festival et la création de Cinema for Change? Bien sûr. Alors moi, je suis producteur de cinéma, d'abord. J'ai produit un film qui a été une sorte de déclenchement qui m'a amené à créer le festival. Et donc c'était un film qui s'appelle 8, c'est un film qui s'appelle 8, qui a été réalisé par 8 grands réalisateurs. Il y a Jane Campion, Gus Van Sant, Wim Wenders, Abderrahmane Sissako, Yann Kounen, Gaspard Noé, enfin voilà. J'ai eu cette chance de travailler avec eux. C'était une longue période de travail avec eux pour faire ce film. Je leur avais donné carte blanche pour illustrer les premiers ODD, qui s'appelaient avant OMD, les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Oui. Kofi Annan, quand il a lancé ça en 2000, il y avait 8 sujets, 8 thèmes, qui étaient plus destinés aux pays en voie de développement. Et voilà, j'avais pris ces 8 thèmes. D'accord. Et j'avais donné carte blanche à des réalisateurs de renom pour me dire comment eux voyaient le monde à travers ces sujets, à travers leur histoire. Donc avec Jane Campion, on a tourné en Australie. Enfin voilà, on a tourné sur les 5 continents. Ça a duré 7 ans. Et quand on l'a terminé, c'était un film en 2009 où je voulais dire que le monde changeait. Et c'était trop tôt. D'accord. Un peu seul. Et donc les distributeurs de cinéma ne savaient pas trop quoi faire de ce truc. Puis en fait, on a rencontré les gens de Google, YouTube, qui nous ont dit nous, on a besoin d'outils qui font sens et on peut vous aider effectivement à sortir votre film sur YouTube. Donc on a été le premier long métrage sorti sur YouTube le 5 février 2010 et on a eu 2,5 millions de gens qui sont venus voir le film en un mois et demi, plus tous les festivals. Bien évidemment, on a eu la chance de voir ces grands réalisateurs, mais tout ça, ça a généré une sorte de dynamique, d'énergie dans lequel je ne pouvais pas sortir. D'accord. Et j'ai décidé de transformer ce film en un festival. Et vu qu'il y avait urgence de passer ces messages, je ne sais plus qui à un moment donné dans les bureaux avait dit le temps presse, je crois. Je ne sais même plus comment c'est venu. On a appelé le festival Le Temps Presse. D'accord. Et puis là-dessus, il s'est passé 8 ans. Et il y a 2 ans, on a créé un marché professionnel pour lequel on voulait donner un nom. Donc qui était vraiment dédié aux gens du cinéma pour faire des débats, des discussions. Et on l'a appelé Cinema for Change. Puis en fait, la presse pro a plus utilisé le nom de Cinema for Change que le Temps Presse. D'accord. Puis après, les gens ne savaient plus c'est qui, c'est quoi. Et puis vu que le Temps Presse portait quand même pas mal d'années de bataille, parce que malgré tout, un festival un peu atypique comme le nôtre, où on s'intéresse à tout ce qui est humain, inspirant. Il faut faire sa place. Aujourd'hui, c'est d'époque, on va dire, mais à l'époque, c'était compliqué. C'était bien de changer, d'avoir un nom qui soit... qui offre une meilleure lecture et puis qui me rafraîchisse la tête. Et donc voilà, c'est devenu maintenant, donc le festival a changé de nom tout simplement, c'est Cinema for Change. Très bien. Et alors, effectivement, vous étiez assez précurseur, notamment dans votre positionnement vis-à-vis du monde du cinéma, mais même dans le signal faible de ce monde qui change. Quel a été le déclic, hormis les annonces de Kofi Annan? C'est lié à un parcours personnel? Alors, le déclic du film et donc tout ce qui a suivi derrière, je vous raconte l'anecdote. Parce que
j'ai fait un film publicitaire pour les Nations Unies. Puis c'est quand j'étais aux Nations Unies à Genève D'accord. que j'ai entendu parler des ODD et tout le monde m'en parlait comme si c'était une évidence alors que je connaissais pas. Et quand je suis revenu au bureau, j'ai raconté à tout le monde que je m'étais senti ridicule et tout le monde me dit mais moi j'ai jamais entendu parler de ce truc. D'accord. Et je me suis dit ok, il y a un truc, on va s'intéresser. Donc on s'est intéressé à un. Et puis une des premières personnes à accepter de tourner un film, c'est Jane Campion. Donc pour ceux qui connaissent pas forcément, mais voilà, elle a fait la leçon de piano. C'est la seule réalisatrice à avoir reçu 2 palmes d'or, même la seule femme à avoir reçu une palme d'or au Festival de Cannes. C'est la seule. Ah oui, quand même. 75, 76, je sais plus combien. C'est la seule. Okay. Et donc elle accepte très rapidement. Je la connaissais pas, mais on a réussi à la contacter. Et puis après, il fallait que je lève l'argent. Bon, je galère. Il se passe 2 ans. Et là, elle me prévient, elle me dit je suis désolé, mais là, voilà, ça fait trop longtemps, je me retire du projet. D'accord. Et puis de toute façon, il fallait que je m'occupe de ma fille, Alice. Donc je fais un break dans mon métier. Pendant 4 ans, je fais plus rien. Je m'occupe de ma famille. Ouais. Donc là, tout le monde au bureau, boum, se dit putain, on a perdu la femme qui a été pour nous la référence en tant que réalisatrice. Et genre 8 mois après, elle m'appelle et me dit est-ce que le projet est toujours d'actualité? Il m'est arrivé un truc hier soir. Donc elle était en Australie quand elle m'a appelé. Enfin, en Nouvelle-Zélande exactement. Et elle me dit hier soir, j'étais dans ma cuisine. Alice était avec ses copines dans sa chambre. Et elles étaient en train de parler. Et j'entends une de ses copines qui dit vu l'état dans lequel nos parents sont en train de laisser la planète, ils peuvent toujours courir pour qu'on s'occupe d'eux plus tard. D'accord. Et elle, là-dessus, ça l'a travaillé toute la nuit. Et le lendemain matin, elle m'a dit, enfin, elle s'est dit, je me remets derrière une caméra. Le prochain truc que je fais, c'est un film pour les enfants. Marc, son projet, c'est toujours d'actualité. Tu te débrouilles, tu trouves la solution. On tourne dans 2 mois en Australie. D'accord. Donc, c'est un truc qui s'est fait à la fois. Alors, c'est une pression positive, c'est une pression. Mais ça s'est fait dans l'énergie de vouloir faire quelque chose de bien. D'accord. Ouais. Et ce truc m'a pas lâché pendant des années. À chaque fois où j'ai failli lâcher parce que c'était difficile, il y a eu un rendez-vous qui a fait que, voilà, je sais pas, c'est comme ça, c'est des parcours de vie. Oui, des graines qui se sont semées et finalement donc, des chemins qui se sont voilà, donc croisés. c'est au bout de ce film qui m'a coûté plus qu'il a ramené. Par contre, humainement parlant, il m'a construit quelque chose qui m'a énormément nourri ces dernières années pour poursuivre ce travail. Et voilà, on a la chance aujourd'hui de commencer à avoir une meilleure visibilité, de faire un bel événement et puis d'offrir un cinéma qui est à la fois divertissant aux gens, parce que ça se passe au Grand Rex. On redonnera les dates juste après. Oui. Voilà. Et avec des films que vous allez les voir au cinéma, des films un peu plus atypiques. Puis il y en a un cet après-midi qu'on présente. Flea, qui a eu le Grand Prix du festival, et voilà, où on permet aux gens d'échanger et de discuter. Aujourd'hui, combien de personnes viennent au festival Cinema for Change? Alors, il y a 2 ans, tout s'est fait en ligne. Oui, forcément. L'an dernier, on a eu un peu plus de 3000 personnes. Il y a 3 ans, on était à 5000 personnes. Oui. Maintenant, on est installé au Grand Rex, donc ça c'est chouette, à Paris. C'est un grand monument cinématographique dans lequel il y a plein de salles, mais il y a une grande salle de 2500 personnes. Donc c'est l'occasion de pouvoir créer de l'émotion et puis d'organiser des débats, des rencontres. C'est vraiment notre truc, c'est projeter un film, puis derrière c'est discuter, puis amener les gens qui ont réalisé le film, ou même si on n'a pas les gens, trouver des associations, des gens concernés, engagés, des experts, à venir parler de ces sujets avec le public. Je crois qu'on a tous besoin aujourd'hui de discuter de tout ce qui nous arrive. Je pense que ça fait bien du bien. Et alors, en dehors du festival en lui-même, est-ce que dans le monde du cinéma, vous observez une généralisation de ces préoccupations, de ces thématiques? Alors oui, il y a une vraie prise de conscience. Ce qui est clair, c'est que depuis, on va parler d'impact, on va parler d'éco-responsabilité. Il y a des entreprises qui ont commencé à se créer, qui font du conseil, qui aident les tournages pour que les tournages soient un peu plus éthiques. Et pas un peu plus, même plus éthiques carrément. Donc ça fait partie, et c'est clairement... Derrière le décor, il y a cette transformation, mais dans les films eux-mêmes, est-ce que dans les messages qui sont véhiculés, un réseau de réalisateurs qui travaillent ensemble pour
mettre quelques codes à l'image? Je pense que c'est un métier d'artisanat. Donc chaque réalisateur va venir avec... il n'existe pas vraiment, peut-être qu'il existera, mais il n'est pas simple. Je ne pense pas que ce sera facile à monter. Ouais. Parce que ça reste de l'artisanat, ça reste des œuvres, malgré tout, même d'équipe avec un auteur, un réalisateur. Donc c'est quand même assez individuel. Ouais. Et puis tous ces gens qui viennent à réaliser des films aujourd'hui avec des messages, très souvent, c'est quand même où ils sont rattrapés par l'actualité et donc ils ont besoin de raconter leur histoire, où ils ont besoin de raconter une histoire dans laquelle ils ont vécu, comme Costa Gavras par exemple. Bon, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc c'est vrai qu'il y a je pense qu'aujourd'hui, on voit effectivement de plus en plus de films qui viennent vers le public et qui sont plus dans le cinéma et accessibles, Ouais. parce qu'il y a quand même une interrogation qui s'installe et donc les gens sont curieux. Ouais, donc c'est le reflet finalement de C'est- la société, c'est un peu le reflet de la société, maturation voilà. de ces questions-là. Exactement. Alors on va rappeler quand même maintenant les dates du festival. Alors, il y a 2 dates. D'abord, aujourd'hui, même si c'est... Oui. je ne sais pas quand est-ce qu'on va être diffusé. Cet Mais, après-midi. cet après-midi, donc on va projeter le Grand Prix du festival, Flea, Ouais. qui est un documentaire en animation. Ouais. Donc docu-animation, c'était la première fois que moi je voyais ça. C'est un film qui a eu le Grand Prix de Sundance, qui a eu 3 nominations aux Oscars. Et on a eu la chance de pouvoir le sélectionner. Et le jury lui a donné le Grand Prix. Et donc on le présente cet après-midi avec des invités. Et on va pouvoir faire un beau débat ça parle de la migration. Ouais. Et c'est un film vraiment à voir, qui est encore au cinéma aujourd'hui. Donc même si on passe après, le film est sorti en France il y a une semaine. Très bien. Voilà. Donc ça c'est la première date. Ouais. Et la deuxième date, c'est le festival au Grand Rex du 11 au 15 avril 2023. D'accord. Voilà. Là, on aura le plaisir de présenter 6 films en compétition en avant-première et entre 4 et 6 films de séances spéciales, des reprises Oui. de films qui n'ont peut-être pas vraiment eu le temps de trouver leur public, mais qu'on aura plaisir à ressortir pour les remettre au cinéma et rediscuter avec le public. Très bien. Bah, merci beaucoup Marc et puis Merci à rendez-vous au festival en avril. J'espère bien. Merci. Au revoir. Juliette Kieff, bonjour. Bonjour. Tu es présidente et cofondatrice du Média Vert. Tout à fait. Tu es également journaliste. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la genèse de ce média qui a été créé fin 2019, début 2020? Oui, tout à fait. Alors Vert, donc c'est un média généraliste sur l'actualité du climat et du vivant. On parlera peut-être du format tout à l'heure, mais c'est une newsletter qui se lit chaque jour, qui est envoyée à nos abonnés par mail. Et le but, c'est de faire le tour de l'actualité de l'écologie en 7 minutes de lecture. Et pourquoi ça a été créé? C'est parce qu'il nous semblait qu'en fait, il manquait un média généraliste qui traite des sujets politiques, des sujets économiques, culturels, tous les sujets en fait, du climat à la biodiversité, en passant par les transports, les déchets, qui en fait voient le monde à travers le prisme de l'écologie. Chaque jour, c'est notamment Lou Espargilière, qui est le cofondateur de Vert, qui avait l'impression de devoir consulter 10 ou 15 médias différents avant de pouvoir, tout simplement comme travail de journaliste, faire sa revue de presse. Donc il s'est dit, il manque un média, en fait, un média qui soit au cœur de tout ça et qui fasse le tour de l'actualité en 7 minutes de lecture, ce qu'il a créé. Et je l'ai accompagné dans cette démarche. Voilà. Vous êtes combien maintenant dans l'équipe? Maintenant, on est 7. Dont 5 journalistes. Donc voilà, on accueille une stagiaire en ce moment que je compte dans cet effectif. Et on a signé notre premier CDI qui était notre alternante, bien sûr en dehors des 2 fondateurs, Lou Espargilière et moi-même. Mais en cette rentrée 2022, on a notre première journaliste en CDI avec nous. On est très contents. Félicitations. Merci. Combien d'abonnés à date? Là, on approche des 20 000. On doit être à 19 000 abonnés à la quotidienne et à l'hebdo. D'accord, ce sont des abonnés donc, en mode payant? Non, ce ne sont pas des abonnés en mode payant, En mode parce que gratuit. Vert est disponible en accès libre. Et après, on se finance en fait en incitant aux dons. C'est-à-dire qu'on incite nos lecteurs, nos lectrices régulièrement à nous accompagner dans la démarche d'information. Et du coup, on sollicite leurs dons. Au mois de mai, on a par exemple fait une grosse campagne de crowdfunding. On a demandé 20 000 € à nos lecteurs pour développer nos projets. Et on a récolté 32 000 €, donc preuve qu'on est assez soutenu et qu'on commence à avoir une communauté qui est très active, qui est très engagée. Et on peut que s'en féliciter parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une information de meilleure qualité sur les sujets liés à l'écologie aujourd'hui. Et le modèle économique donc repose exclusivement sur l'appel aux dons. C'est la ligne directrice ou est-ce qu'il y a un modèle demain de version payante qui est envisagé ou d'autres
avec des annonceurs par exemple? Alors on a un modèle un peu on a deux choses différentes. La première, c'est effectivement les dons, ce qui constitue la majeure partie de nos ressources aujourd'hui. Et on reçoit aussi des abonnements. En fait, on signe des abonnements avec des entreprises, avec des collectivités, avec des lycées notamment. Vert aujourd'hui est en train d'être raccordé avec le ministère de l'Éducation nationale, ce qui permettra au centre de documentation, donc dans les lycées, à tous les élèves de pouvoir consulter Vert, y compris depuis chez eux, via les plateformes numériques que l'Éducation nationale utilise aujourd'hui. Ça, c'est un des gros projets qu'on est en train de développer. Et Vert, quand on vend un abonnement à une entreprise, eh bien, tous les salariés qui le souhaitent au sein de l'entreprise peuvent recevoir Vert sur leur boîte mail professionnelle. La différence avec la version grand public qui est gratuite, c'est le droit de reproduire l'article, c'est ça, dans le système de l'entreprise et de l'organisation? Non, pas du tout, puisqu'on reste un média qui est accessible, comme l'entreprise peut s'abonner au Monde ou aux Échos et avoir chaque jour le journal qui est disponible, voilà, dans la cafette ou auprès des salariés. Nous, c'est pas du tout ça le truc, c'est que c'est simplement que ce journal est disponible dans la boîte mail des salariés de l'entreprise qui est abonnée. Elle a accès à une version qui est un petit peu différente, notamment elle est épurée des appels aux dons, puisque dans nos newsletters à destination du grand public, il y a des appels aux dons. C'est pas le cas dans la version pour les entreprises. Et bientôt, elle aura accès aussi à toutes les archives de la newsletter, puisqu'on développe un gros projet sur notre site internet, vert.eco, où ces archives seront accessibles aux donateurs et aux abonnés à Vert. Très bien. Et la perspective de 2023 qui va bientôt s'approcher, quel est l'enjeu numéro 1 des mois qui viennent? Alors l'enjeu de cette rentrée, c'est avant tout que les médias, y compris grand public, y compris audiovisuel, prennent beaucoup plus conscience des enjeux climatiques et environnementaux. Et en fait, nous, on a initié une démarche collective avec d'autres journalistes pour écrire une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique qu'on porte et qui, en 13 points, est une sorte de boussole pour donner aux journalistes des billes pour mieux traiter les sujets liés au climat et à l'environnement. On voit avec les événements de cet été qui se sont passés, donc les premiers méga-feux par exemple en France, les canicules records, etc. On voit qu'on a besoin de traiter ces sujets-là de manière évidente et aussi d'apporter des réponses à toutes ces crises, y compris celle de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on a besoin de donner des horizons à nos lecteurs, à nos lectrices, et donc de mieux traiter ces sujets. Donc nous, en fait, on agit aussi dans l'écosystème médiatique pour que ces sujets-là soient mieux traités. Donc c'est notre gros chantier de la rentrée. Il y a une tribune qui va sortir le 14 septembre. La charte va être rendue publique aussi à ce moment-là, et on a une soirée qui sera disponible en retransmission pour tous les Françaises et Français qui le souhaitent. D'accord. Et est-ce que, on parlait du financement, est-ce que un modèle économique pour un nouveau média, c'est un challenge particulièrement difficile, ou est-ce que finalement, de fil en aiguille, les choses se sont faites naturellement et vous avez pu trouver les leviers qui convenaient? Eh bien, effectivement, c'est toujours un challenge quand on reste un média indépendant, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de publicité, on n'a pas de gros actionnaires qui injectent des millions d'euros dans Vert. On fait pas partie d'une entreprise ou d'un parti politique, donc en fait, on est complètement indépendant. Donc effectivement, dans ce cadre-là, on doit trouver des ressources, et les ressources sur lesquelles on peut compter, celles qui sont le plus solides, c'est celles de nos donateurs et de nos donatrices, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup, ils sont très nombreux. Donc en fait, si quelqu'un décide de ne plus donner à Vert, eh bien, ça nous met pas en danger. Donc c'est ça qu'on doit consolider, c'est ça qu'on va faire, et ça passe notamment par le fait d'avoir une vraie communauté autour de Vert et des gens qui sentent qu'ils appartiennent en fait à ce média. Donc on va développer par exemple l'interactivité avec nos lecteurs, on va développer des formats avec des rendez-vous réguliers. On a déjà commencé à en faire l'année dernière. On a par exemple vulgarisé les rapports du GIEC avec des chercheurs. On a invité Christophe Cassou par exemple. On a fait des débats sur le rôle des médias dans la société. On a fait des débats sur l'écologie de droite. Y a-t-il une écologie de droite? L'écologie de droite, qu'a-t-elle à apporter au débat public, etc. Notre but en tant que journaliste, c'est d'animer le débat public. C'est bien sûr notre rôle premier, informer et animer le débat public. Et ça, on va continuer à le faire sous tous nos formats. Et nos lecteurs et lectrices sont assez reconnaissants et du coup donnent volontiers. Donc aujourd'hui, on a un modèle économique qui est solide. Et par ailleurs, on a un complément qui est qu'on va faire de la formation. On fait de la formation auprès d'autres journalistes qui ne sont pas spécialisés sur les enjeux écologiques. Et là, il y a une vraie demande avec le tournant environnemental de cette rentrée de grands groupes de presse. Eh bien, on intervient en fait dans les médias pour aller former nos confrères, nos consoeurs avec les nouvelles idées de Vert. Et là, c'est quelque chose de très intéressant également. Et tu parlais tout à l'heure des rapports du GIEC, de la reprise des contenus des experts pour un travail de vulgarisation. Est-ce que c'est un travail à double sens, par exemple les citoyens ou les organisations? Est-ce que vous leur donnez aussi la parole pour montrer comment les uns et les autres s'emparent des enjeux de transition?
fait, quel est en quelque sorte le focus principal par rapport aux interlocuteurs dont vous faites le relais ? Dans la ligne éditoriale, ce qui nous distingue, c'est que effectivement on donne la parole à tout le monde. Donc on va aussi donner la parole à la société civile qui a beaucoup de choses à dire. Donc les Français, les Françaises sont vraiment en attente d'un changement et d'une transition écologique qui se fasse véritablement. Ils sont assez frustrés du fait qu'on ne parle pas forcément assez de ces sujets ou qu'on n'évoque pas assez suffisamment les solutions. On l'a vu pendant la campagne présidentielle, le volume médiatique qui a été consacré à l'écologie était très faible. Ouais. Et donc, de toute façon, on a besoin de plus parler de ces thématiques-là. Nous, on va aussi parler des entreprises, de tous les acteurs et actrices en fait qui se bougent dans la société, qui font advenir la transition aujourd'hui, qui font de la justice sociale, qui font de la biodiversité, qui s'engagent en fait au quotidien et qui s'engagent aussi sur tous leurs rôles sociaux en tant que parents, en tant que maires de leur ville, en tant que simples citoyens appartenant à une association. Enfin, tous les rôles sociaux, les citoyens ont un pouvoir. Et notre but aussi en tant que journaliste, c'est de montrer toutes les initiatives concrètes qui sont en place dans la société. Très bien. Merci beaucoup Juliette. Merci à vous. On souhaite plein d'abonnés et d'organisations clientes à Vert. Abonnez-vous sur vert.eco, c'est gratuit. Merci. Merci. Gilles Béraud, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur délégué général de la Fondation des Transitions. Voilà. Et plutôt ici au titre de Stop Exclusion énergétique, puisqu'on vient de lancer ce matin une nouvelle démarche qui est la démarche des territoires zéro exclusion énergétique qu'on a lancée dans le cadre de Convergence très inscrit sur les triple zéro, les territoires zéro exclusion, zéro pauvreté, zéro carbone. Alors justement, l'énergie, c'est un sujet qui est évidemment d'actualité. Comment tu perçois les mois qui viennent Quelle est ton analyse de la situation ? Alors, il y a deux parties, comme toujours en période de crise. C'est-à-dire qu'il y a un constat et on prévoit évidemment une très mauvaise situation pour ceux qui sont déjà le plus en souffrance. Enfin, l'augmentation du prix de l'énergie va être forte. Et aujourd'hui, des gens n'ont déjà pas les moyens de se chauffer. Donc ça concourt encore plus à la prise de conscience. Surtout, ce qu'on espère, c'est qu'on va arriver à enclencher de l'action. Enclencher de l'action, c'est les financements. C'est évidemment des financements d'État. Je suis assez optimiste sur le sujet, mais aussi l'urgence de former ceux qui sont capables d'accompagner les grands précaires énergétiques. Nous, on les appelle les ensembliers solidaires. On a lancé une première formation. Mais c'est ça, on a besoin de former massivement pour qu'on puisse mettre en œuvre des chantiers. Mais on ne va pas régler la question de la précarité énergétique en quelques mois. Ce n'est pas une juste logique de sobriété de comportement. Là, il faut vraiment isoler. Il faut isoler massivement, il faut des artisans, il faut des matériaux. D'autant que par ailleurs, les prix aussi des matériaux est en train d'augmenter. Oui, avec des problématiques de pénurie par la même occasion. Est-ce qu'il y a des actions, malgré tout, sur le court terme, particulières que vous mettez en place en ce moment pour préparer l'hiver et la précarité ? Les actions, elles sont complexes. Il n'y a pas d'action de court terme. Il faut accélérer tous les calendriers. Parce que de toute façon, on n'est pas en train de vivre une crise exceptionnelle. On est rentré dans une crise énergétique extrêmement profonde qu'on annonce depuis longtemps sur des questions climatiques. L'Ukraine est un accélérateur. On sait que la dépendance au pétrole est un sujet. On sait que ça pollue. On sait que ça émet ça fait des émissions de carbone. Maintenant, la seule façon de lutter, c'est évidemment, il faut baisser le chauffage. Mais les gens à qui on s'adresse, ils aimeraient bien avoir chaud. C'est-à-dire, déjà, ils payent trop cher, une chaleur insuffisante. Non, il faut accélérer encore les choses. On ne réglera pas vraiment la situation dans cet hiver, mais profitons de ce moment de tension pour faire comprendre qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin de financement, on a besoin d'artisans. Il faut tous s'y mettre et commencer par ceux qui sont plus en difficulté. Il y a 500 000 foyers en urgence absolue. Il faut isoler très 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 rapidement. On sait le faire, mais très rapidement, c'est pas quelques mois. C'est évidemment, nous on espère éradiquer la précarité énergétique de ces 500 000 foyers à échéance de 2030. Mais c'est déjà demain. Oui. Donc que ce soit en tant que citoyen ou en tant qu'entreprise, s'il y avait un levier qui permet d'agir, c'est de faire un don, par exemple, évidemment, à une initiative comme Stop Exclusion énergétique. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, mais c'est aussi pour un citoyen échanger avec ses voisins, se rendre compte qu'une famille n'est pas chauffée,
qu'il y a de l'humidité partout et donc d'aider ces personnes à nous contacter ou contacter nos membres pour qu'ils soient identifiés en tant que tels, qu'on puisse mettre en place un accompagnement, puis peut-être venir donner un coup de main au moment des travaux, parce que ce qu'on va financer avec les aides d'État et d'autres organismes publics, c'est la chaudière, le système de chauffage, c'est les radiateurs, c'est la ventilation, c'est l'isolation surtout, ce qui est peut-être le plus important. Mais les financements, ils s'arrêtent au moment sur ces gros travaux. Ensuite, il faut peindre, il faut accrocher des rideaux, il faut aider les gens à changer de comportement. Enfin, il y a tout un accompagnement humain et on a besoin de tout le monde. Donc c'est la solidarité finalement qui est vraiment le levier prioritaire. Absolument, c'est vraiment l'enjeu, il est là. On est sur un enjeu à la fois social et de grande précarité et aussi environnement et climat. Qui est capable de créer de l'emploi local. C'est pour ça que dans le cadre des territoires zéro exclusion énergétique, on coopère avec les territoires zéro chômeur longue durée inventés et développés par ATD Quart Monde. Mais tout ça est aussi dans un contexte sanitaire. France Stratégie a fait une étude il y a quelques mois. Ils ont annoncé que les personnes en dessous du seuil de pauvreté qui étaient en situation de précarité énergétique généraient en termes de santé un coût de 32 000 € par an et par personne. Si on regarde les choses d'une façon globale, on voit bien l'intérêt, au-delà de la nécessité, de la justice sociale, de la solidarité évidente. Ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est possible d'y arriver. Mais si on s'y met tous. Ouais, c'est le coût de l'inaction finalement qu'il faut regarder et qui est important. On a besoin de créer des alliances, et y compris au niveau local. Merci Gilles. Merci beaucoup. Patrick Sapie, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de FAIR, anciennement Finansol. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le positionnement de FAIR, son écosystème et puis ses ambitions ? Alors vous avez dit qu'effectivement FAIR était anciennement Finansol. En fait FAIR est la fusion de deux structures. Il y avait effectivement Finansol qui est l'association historique et plus ancienne, pionnière dans les questions de finance solidaire, qui est une spécificité bien française, mais on y reviendra. Et puis Finansol a fusionné avec un autre acteur qui s'appelle l'Impact Invest Lab, qui avait deux champs d'expertise. D'une part, la finance à impact au niveau mondial, et d'autre part, une très bonne expertise sur les contrats à impact, dont on a beaucoup entendu parler ces dernières années. Alors, vous faisiez justement allusion à la question de ce qu'est la finance à impact. Donc, est-ce qu'on peut essayer de la définir ? Qu'est-ce qui caractérise la finance à impact ? Qu'est-ce qui rentre dans le champ de l'impact ? Qu'est-ce qui ne rentre pas ? Bien sûr. Alors, juste peut-être pour répondre à votre première question, FAIR, c'est une organisation, un collectif d'acteurs, de praticiens. Ça, c'est important de le mentionner. En fait, tous les acteurs qui viennent chez FAIR ont une pratique de la finance à impact social, en l'occurrence. Alors, ils peuvent être des banques, des établissements financiers, des sociétés de gestion, des fonds d'investissement, mais aussi beaucoup de structures issues de l'économie sociale et solidaire qui ouvrent leur capital auprès du grand public et font des levées de fonds. Et tous ces acteurs-là se réunissent au sein d'un collectif pour partager leurs pratiques. Un point complémentaire qui est important, FAIR gère un label financier. Vous savez, il y a 3 labels financiers en France. Le label ISR, qui est le plus connu, le plus gros. Le label Greenfin, qui est le label vert. Et le label Finansol, qui est le label solidaire, qui a été le premier label financier créé en France, un label privé, contrairement aux deux autres, et qui a labellisé à peu près 180 produits d'épargne destinés au grand public. Très bien. Donc, du coup, l'ambition, c'est d'accompagner cette mutation, cette évolution vers une finance à impact ou finance dite responsable. Oui, c'est plutôt d'ailleurs la finance. On a une terminologie, on utilise évidemment la terminologie mondiale. Donc la finance à impact aujourd'hui, c'est une terminologie mondiale. Donc on est dans ce champ-là, on a des pratiques spécifiques en France. FAIR a fait le choix de privilégier plutôt l'impact social. Le social est plutôt l'ADN de FAIR plutôt que les questions environnementales, même si on a beaucoup d'acteurs qui sont militants et engagés dans ce champ-là. Et notre vocation, c'est un peu de partager les pratiques, de repérer les bonnes pratiques, de faire monter en compétences nos adhérents, mais aussi d'assurer une promotion auprès du grand public de cette finance-là, qui est une finance du futur. Alors, revenons justement sur le périmètre et les caractéristiques de la finance à impact. Donc l'intentionnalité, c'est évidemment quelque chose de très important pour la finance à impact. Je finance un projet
qui va générer de l'impact, parce que moi-même, financeur et investisseur, j'ai envie de produire de l'impact. D'accord. Après, cet impact, il faut le mesurer. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. La mesurabilité de l'impact, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il existe en fait différentes manières dans le monde, et je crois autant de manières qu'il y a d'investisseurs à impact de mesurer cet impact. Faire a fait le choix, en l'occurrence, de s'appuyer sur des indicateurs qui sont des standards, comme celui des EDD, par exemple, qui est un élément très important de la mesure d'impact. Donc il y a cette intentionnalité à travers donc la raison d'être du projet qui est financé, la mesure de l'impact. Ça sont les deux critères piliers, principaux. Ce sont les deux piliers de la finance à impact, absolument. Et l'évolution, vous faites chaque année un baromètre, vous avez tout un écosystème d'acteurs, donc ça vous donne un regard sur l'évolution du monde de la finance à impact. Quelle est la tendance d'une part, et est-ce qu'on peut la chiffrer? Est-ce qu'il y a un volume d'investissement à impact qui croît chaque année? Oui, alors il existe des organisations mondiales qui récupèrent un petit peu toutes les données de tous les pays. Donc on est en train de travailler avec certaines d'entre elles, notamment le GSG et le VPA, pour en gros essayer d'organiser ce qu'on appelle un market sizing, c'est en gros de bien compartimenter, définir, avoir des données sur la finance à impact au niveau européen. Pour la France, en fait, l'Impact Invest Lab qui a fusionné avec Finansol sortait chaque année un panorama de la finance à impact. D'accord. Globalement, grosso modo, aujourd'hui, le volume de la finance à impact en France se situe, on est en train de finaliser les derniers chiffres, fin 2021, entre 4 et 5 milliards d'euros. Si vous le rapportez, par exemple, au patrimoine financier des Français, à peu près 6 000 milliards d'euros, vous voyez que c'est quand même une goutte d'eau. Et si vous zoomez sur ce qu'est la finance solidaire, mais dans la finance solidaire, vous avez également des produits qui ne sont pas uniquement investis dans des projets à impact, puisque vous avez ce qu'on appelle des fonds 90-10 qui sont investis dans des entreprises, j'allais dire, plus conventionnelles. C'est aussi de cet ordre-là, c'est-à-dire si vous regardez la poche 10% des fonds 90-10, c'est 2, 3, 4 milliards d'euros. Donc c'est encore très très peu. Par contre, ça croît très vite. Les taux de croissance sont supérieurs à 15% chaque année, et c'est une tendance qu'on voit maintenant depuis 4 ou 5 ans. Donc ça, c'est, on va dire, une tendance qui est naturelle parce que tout simplement ce sont des sujets qui deviennent prépondérants, ou est-ce qu'il y a des leviers, par exemple réglementaires, qui ont déjà accéléré ou qui vont demain, parce qu'ils viennent d'être mis en place, créer une impulsion d'autant plus forte? Oui, alors vous savez qu'il existe aujourd'hui toute la réglementation autour des produits financiers ou de l'investissement. C'est plutôt en Europe que ça se joue. Vous savez que la Commission européenne a introduit très récemment une régulation pour les investisseurs, notamment pour les obliger en fait à faire un peu plus de reporting. C'est un point important parce que nous considérons chez FAIR que l'impact relève plutôt de ce qu'on appelle les entreprises non cotées, voilà, pas cotées sur un marché, parce qu'il est très compliqué et très difficile de faire de l'impact sur le marché coté. Quand bien même les investisseurs voudraient en faire, il est quand même très compliqué de le définir et de le mesurer. Donc la Commission européenne a renforcé en fait sa réglementation pour pouvoir mieux contraindre les investisseurs à faire du reporting sur les questions d'impact. C'est ce qu'on appelle la réglementation SFDR. Vous avez deux catégories notamment de fonds qui peuvent relever de l'impact. Ce sont les fonds qu'on appelle article 9 et puis les fonds, j'allais dire, plus vertueux, dans une échelle de gradation, la note maximum, on pourrait dire, qui sont les fonds à article 9. Et donc, FAIR se concentre, notamment pour la délivrance de son label, sur ces deux types de fonds. D'accord. Et dans les 5 années qui viennent, de votre point de vue, la perspective pourrait ressembler à quoi en termes d'évolution justement de la finance à impact? Nous pensons qu'en tout cas, la finance à impact, l'investissement à impact va continuer à se développer de manière forte, compte tenu de tous les enjeux évidemment sociétaux, écologiques, toutes les problématiques de changement climatique, mais aussi toutes les problématiques sociales qui sont très liées finalement aux questions environnementales ou de changement climatique. Tout ça toute la finance va finalement se mettre en ordre de bataille pour pouvoir financer des projets plus vertueux.
Mais là, et je reviens à votre question précédente, il est très important que le régulateur puisse un petit peu contraindre pour que d'une part, on soit vraiment aligné sur les questions de définition, ne rentre pas dans l'impact tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est très important, que les définitions soient travaillées au niveau des acteurs et puissent avoir un niveau d'exigence important. Et puis d'autre part, la contrainte, c'est aussi le reporting financier, extra-financier, que les investisseurs vont devoir faire pour en fait justifier de leur investissement. Merci beaucoup Patrick pour ces éclairages. Je vous en prie, merci. Anne Mollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la communauté des entreprises à mission que vous dirigez depuis maintenant 2 ans. C'est ça, ça va faire 2 ans, en octobre 2020. Je suis arrivée en octobre 2020. On entend beaucoup parler de ce statut d'entreprise à mission. Tout le monde ne connaît pas forcément les caractéristiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les points clés qui caractérisent une entreprise à mission ? Oui, tout à fait. Alors, une entreprise à mission, c'est la société à mission a été instaurée par la loi Pacte. Donc, c'est un modèle d'entreprise qui est vraiment tout nouveau, mai 2019, et qui permet en fait pour les entreprises de conjuguer la performance économique et contribution sociétale positive. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? On va dire que c'est un projet de transformation d'entreprise, mais profond. On n'est plus sur la responsabilité des pratiques. On l'est aussi, mais il ne s'agit pas de ça quand on parle de société à mission. On parle de transformation à la fois du modèle d'affaires de l'entreprise, de transformation de la gouvernance, du management. Donc ça transforme tous les pans de l'entreprise. Et pour faire face, on va dire, pour anticiper les grands enjeux socio-environnementaux, donc l'urgence climatique, l'urgence biodiversité, l'urgence sociale, et de manière systémique et de la plus cohérente possible. Alors, ce qu'a prévu la loi Pacte, effectivement, c'est à la fois, quand on parle de société à mission, on parle d'une boussole, souvent, qui vient guider la stratégie de l'entreprise. Donc, on n'a pas d'un côté l'extra-financier et de l'autre côté le financier. C'est en fait, la mission, c'est vraiment le socle de référence de l'entreprise. Et c'est pas le truc en plus, on va dire, quelque part. Et ça vient orienter l'entreprise dans ses grands choix, qu'il s'agisse des choix de développement de nouveaux produits, des choix de relations clients et autres. Ça intègre plus l'ensemble de l'entreprise et notamment ça donne de la cohérence d'ensemble. D'accord. Et globalement, c'est aussi un projet d'entreprise qui est transformatif. Donc parce qu'on intègre globalement, ça met entre 6 mois et 24 mois pour devenir société à mission. Une entreprise met entre 6 mois et 24 mois. Pourquoi? Parce que ça prend du temps de se réinterroger sur le mythe fondateur de l'entreprise et puis aussi la projection. Qu'est-ce qu'on veut faire de son entreprise et de solliciter les parties prenantes internes que sont les collaborateurs et externes. Donc on peut dire que c'est un projet d'entreprise à la fois engageant, partagé et traçable, évaluable, parce que la notion de preuve est extrêmement importante dans la mesure où la loi a prévu un double contrôle. Donc d'abord par une gouvernance de mission, donc le comité de mission, qui intègre des parties prenantes externes, donc qui permet d'oxygéner la gouvernance d'une entreprise, et puis aussi un contrôle par un organisme tiers indépendant qui va venir justement vérifier la bonne mise en action de l'entreprise et voir si l'entreprise s'est bien mis en mouvement par rapport aux engagements qu'elle a pris. Voilà, et en fait les engagements que l'entreprise prend sont des engagements qui lui sont singuliers par rapport à son secteur d'activité, aux grands enjeux qui sont clés pour elle. Donc la transformation, elle intervient en amont dans le processus qui permet de devenir entreprise à mission et se poursuit ensuite sur de nouveaux rails finalement grâce à tout ce dispositif qui est mis en place. Tout à fait, c'est une trajectoire de progrès. C'est-à-dire que, vu là où on en est aujourd'hui, le point de départ d'une entreprise peut être différent selon qu'elle soit impact native ou que ce soit une entreprise traditionnelle qui fait pivoter, qui fait bifurquer son modèle d'affaires. Mais pour autant, la trajectoire, il y a cette notion de trajectoire et de progrès constant et évaluable. Là aussi, c'est extrêmement important. C'est inscrit dans le marbre, c'est inscrit dans les statuts de l'entreprise et on ne peut pas y déroger. Et c'est un élément à la fois fondateur et de pérennité du projet de l'entreprise
qui survit même aux dirigeants, on va dire. D'accord. Alors, la communauté des entreprises à mission est une association que vous dirigez aujourd'hui, mais avant de prendre cette direction générale, vous avez vous-même, au sein de l'entreprise dans laquelle vous travailliez auparavant, conduit une transformation. Quel enseignement finalement ça vous a donné? Quel retour d'expérience vous pourriez nous partager? Alors c'était un peu spécifique parce que tant qu'à faire, j'ai cumulé la complexité. Parce qu'en fait, vous parlez de la filiale de Nexity que je dirigeais qui s'appelle Perle, oui. qui est une filiale de à peu près 100 collaborateurs, qui est une filiale d'un groupe coté. Voilà. Et donc j'ai transformé cette structure en société à mission dans un groupe coté qui ne l'est pas. Oui. Donc comme quoi tout est possible. Tout est question de conviction et puis le fait de se mettre justement dans cette logique participative. Et ce que j'en retire aujourd'hui, c'est le premier élément qui ressort en fait de mon expérience comme de l'expérience de beaucoup de dirigeants qui se sont lancés, c'est l'engagement des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est un effet très positif sur l'engagement des collaborateurs qui sont intégrés au projet de l'entreprise et qui sont consultés, concertés, qui co-construisent en fait le projet de l'entreprise. C'est-à-dire depuis les années 80, on a un peu tendance à oublier que l'entreprise, c'est avant tout les humains et les collaborateurs qui la composent, le collectif, et que ce n'est pas forcément que de répondre à des exigences actionnariales. Ouais. Et ça permet de remettre vraiment l'entreprise au cœur, l'entreprise en tant que projet de création collective et non pas collectif d'intérêt, on va dire, et de redonner un peu de pouvoir entre guillemets aux collaborateurs sur le sens qu'ils donnent à leur action de tous les jours. Et ça, ça se voit à la fois dans l'engagement des collaborateurs présents, ouais. Et puis aussi dans l'attractivité, un effet très bénéfique sur l'attractivité de l'entreprise. Et quand on connaît la guerre des talents actuelle, on ne peut pas dissocier la valeur d'une entreprise de la valeur des talents qui la composent. Donc là encore, c'est un élément supplémentaire pour dire que on parle d'un tout. Oui. Voilà, on parle d'un tout. Ça pousse aussi à l'innovation. Ça aussi, c'est un élément très important parce que qui dit renoncement, parce qu'il est possible de renoncer à certaines pratiques, de renoncer à certaines activités quand on est société à mission, parce qu'elles ne sont plus en cohérence et alignées avec la mission que l'entreprise s'est donnée, la raison d'être et les objectifs socio-environnementaux que l'entreprise a choisis. Et donc, qui dit renoncement, dit aussi ouverture de nouveaux champs d'innovation. Et c'est d'ailleurs un des pans importants de ce qui a conduit à la création de la société à mission par les chercheurs des mines qui travaillent depuis 2008 sur la question. Oui. Donc c'était vraiment comment redonner en fait à l'entreprise cette capacité d'innovation qu'elle avait un peu perdue. Donc cette dynamique collective, c'est donc une clé de succès et un point de vigilance pour réussir cette mue. Est-ce qu'il y a via l'association un accompagnement ou des préconisations de spécialistes pour accompagner cette transformation? Alors, un point important que je n'ai pas évoqué, c'est que devenir société à mission, c'est tout d'abord un acte de leadership fort. Il faut que ce soit incarné par le dirigeant qui porte le sujet, et d'ailleurs 98% dans le 98% des cas, la société à mission est initiée par le dirigeant de l'entreprise. Bien sûr, il s'entoure après, mais en tout cas, c'est vraiment incarné et porté au plus haut niveau. Voilà, et donc ça, c'est extrêmement important. Et pour répondre directement à votre question, bien entendu, il y a des bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on est sur une innovation juridique récente, je dis mai 2019. On construit ensemble un nouveau modèle d'entreprise et c'est par l'échange entre pairs, c'est par justement le fait de nourrir collectivement ce modèle et de faire connaître ce modèle et de créer, on va dire, le socle de connaissances et de créer la norme en fait. C'est ce qu'on fait tous les jours dans le cadre de la communauté des entreprises à mission. Voilà, mais on le fait collectivement et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une norme qui est imposée, c'est une décision qui émane de l'entreprise. Et ce qu'on est en train de construire, on est en train de le construire en collectif avec les entrepreneurs. Donc ça aussi, c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'on construit un nouveau modèle d'entreprise, on construit la norme,
mais encore une fois, de manière, on co-construit cela avec ceux qui sont les premiers concernés, qui sont les entreprises. Et combien de membres dans la communauté aujourd'hui des entreprises à mission? Alors aujourd'hui, on compte 350 structures membres de l'association. Ouais. Si votre question porte sur, le nombre de sociétés à mission, donc le nombre de sociétés qui ont fait leur changement statutaire, on est à 728 sociétés à mission de manière très exactement à fin juin 2022. 728 sociétés à mission, c'est x2 en un an. Oui, c'était ma question. C'était de voir un peu quelle était la tendance. Donc là, une très forte accélération. Tout à fait. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'on sait aussi que ceux qui ont été les moteurs, ce sont plutôt les petites entreprises. 80% des sociétés à mission, ce sont des PME de moins de 50 salariés. Oui. Ce qui est assez cohérent avec le tissu économique français, ceci étant dit. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est plutôt une bonne nouvelle aussi d'en voir dans tous les secteurs d'activité, tous les secteurs géographiques. Et donc parce que ce n'est pas une histoire de quelques entreprises, de grandes entreprises parisiennes. Non, c'est sur l'ensemble du territoire que la mayonnaise prend. Mais pour autant, on voit de plus en plus de TI et de grandes entreprises qui s'interrogent, qui se questionnent, qui sont en chemin. Mais bien entendu, ce n'est pas la même chose d'embarquer 10 collaborateurs que d'embarquer les 200 000 salariés de la Poste, par exemple. Mais le mouvement est lancé. Le mouvement est lancé et on espère que ce soit un mouvement, que ce sera un mouvement irréversible. Et le but du jeu étant vraiment de transformer l'économie, de transformer les entreprises, et pour réinjecter justement ce rôle sociétal qu'a l'entreprise, en fait. Merci Anne. Merci.